Alors, on va pouvoir donc commencer. Je vais commencer, Clément Weiss, d'abord par vous remercier d'avoir accepté de jouer le jeu de cette conférence. Voilà, C'est moi qui vous remercie pour il y a un l'invitation. certain nombre de personnes là qui nous suivent et donc ça montre aussi l'intérêt que peuvent porter les membres de l'association à votre travail. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement. Clément, vous êtes agrégé et docteur en histoire, professeur en classe préparatoire, ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez été l'auteur d'une thèse soutenue en 2015 intitulée L'aristocratie à main armée, violence, distinction et contre-révolution dans le Paris révolutionnaire, alors, qui est évidemment très intéressante parce qu'elle va faire écho à l'ouvrage dont on va parler ce soir. Et puis, vous êtes l'auteur également de travaux, entre autres sur les questions de la violence, des armes et de la jeunesse durant la période révolutionnaire. Et donc, cet ouvrage sur le 10 août 1792, La défaite de la monarchie, c'est votre premier livre. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord faire un point sur votre projet et vos démarches, et donc commencer par une question très générale. Tout simplement, pourquoi le 10 août 1792? D'où vient votre intérêt pour cet événement et quelle était votre ambition de recherche sur un événement qui finalement a déjà été étudié par de nombreux historiens? Alors, si vous voulez, je peux mettre également votre diapo en fond pendant que vous répondez à la question. Ouais, peut-être juste la première slide avec la carte, comme ça fait un... Très bien. Ah bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation à nouveau et merci à toutes les personnes qui se connectent un mardi soir pour entendre parler du 10 août 1792. Alors déjà, juste une petite précision, j'ai soumis ma thèse en 2021 et pas en 2015, parce que sinon ça voudrait dire que je l'aurais fait en quelques semaines et ça n'a malheureusement pas été le cas. C'était un processus beaucoup plus long et tortueux que ça. Alors effectivement, le fait de travailler sur la journée du 10 août, c'était pas du tout évident au départ, puisque comme vous l'avez rappelé, ma thèse portait plus généralement sur la question de la violence contre-révolutionnaire à Paris, notamment dans la rue. Donc au départ, je ne devais même pas courir la période de cette année 1692, mais commencer après. Et puis finalement, au fur et à mesure de l'avancement, je m'étonnais en fait. Le travail est un petit peu parti d'un étonnement sur le fait que, contrairement un petit peu à la représentation qu'on peut avoir, il y a finalement assez peu d'affaires de violence dans Paris, en tout cas de violence de haute intensité, c'est-à-dire avec des morts, en dehors du cadre très particulier des journées révolutionnaires, qui là sont des pics de violence très aigus, mais au quotidien finalement, un petit peu par rapport à l'image qu'on peut avoir, on a l'impression qu'il y a toujours des gens qui se promènent avec une tête au bout des pics dans les rues de Paris, bah, finalement, ce genre d'exécution sommaire, c'est assez rare. Et du coup, c'est ça qui m'a fait m'intéresser à cette journée comme une espèce de pic de violence assez inédit à l'échelle de la décennie révolutionnaire, puisqu'on n'a jamais eu autant de morts en aussi peu de temps dans Paris, et même inédit à l'échelle de l'histoire de Paris, puisque il faut remonter à la Saint-Barthélemy en août 1572 pour retrouver une journée aussi violente dans Paris. Donc c'est ça qui m'a fait déjà cet étonnement face à la violence déployée ce jour-là. Et l'autre point, c'est là dans une perspective un peu plus long terme à l'échelle de la décennie révolutionnaire, c'est que en fait cette journée du 10 août, ça marque un basculement dans l'histoire de la contre-révolution, puisqu'on passe en gros de la première contre-révolution qui serait celle de 1789-92, une contre-révolution très aristocratique, où c'est la noblesse qui joue un rôle très important et qui se manifeste surtout par des complots, des intrigues de cour, etc. Et ensuite, par la suite, il y a un trou entre août 92 et en gros la fin du gouvernement révolutionnaire à l'été 94, où du fait de la répression qui s'abat et du contrôle social qui pèse sur Paris, il y a très peu d'affaires. Et ensuite, on bascule vers une violence davantage tournée vers la rue. Alors, pas une violence populaire au sens où les acteurs qui la pratiquent ne sont pas populaires, mais populaire au sens où les méthodes qui sont employées, c'est finalement les mêmes méthodes que celles des militants sans culottes, c'est-à-dire l'occupation de la rue, l'occupation de l'espace public, des bandes qui sillonnent les rues. Donc c'est pour ça que finalement la charnière, elle se fait à cette journée du 10 août où il y a en quelque sorte une génération de contre-révolutionnaires qui disparaît, soit physiquement, soit parce qu'ils quittent Paris et ils n'y reviendront la plupart du temps pas avant, parfois des décennies, voire jamais, et une nouvelle génération plus jeune qui va émerger avec notamment ce qu'on appellera les muscadins, qui sont soit des jeunes nobles, soit des jeunes bourgeois, mais du coup, ça, c'est 94-95, on bascule vraiment dans une contre-révolution complètement différente. Donc, c'est aussi cet intérêt de pivot qui est intéressant. Et du coup, comme au départ, c'était un chapitre de ma thèse, en fait, sur proposition de l'éditeur, j'en ai fait un livre cohérent, parce que le chapitre était déjà quand même assez long, pour vraiment redonner là, toute son unité à cette journée et en faire, du coup,
un objet d'étude à part entière qui peut, enfin j'espère en tout cas, se tenir seul. Alors, comme vous l'avez dit, c'est en lien avec votre thèse, cet ouvrage, et ça pose la question aussi des sources. Donc, je voulais vous demander quelles sont les sources que vous avez utilisées pour rédiger cet ouvrage et à quelles nouvelles archives avez-vous pu accéder pour traiter des événements du 10 août et en quoi est-ce que ça a pu permettre aussi une approche renouvelée de la question. Alors, j'ai essayé de brasser le plus large possible en termes de catégories de sources, c'est-à-dire que j'ai mélangé des sources littéraires, notamment des témoignages rétrospectifs de témoins ou d'acteurs directs de la journée ou d'individus qui n'étaient pas présents le jour-là mais qui connaissaient les témoins et qui donc ont raconté la journée, ce qui fait que j'ai constitué un corpus de 38 récits que je vais qualifier de royalistes pour aller assez vite, parce que c'est cet angle-là qui m'a intéressé, même si au sens strict, tous ne sont pas forcément royalistes au même degré. Mais en tout cas, on va dire des récits qui sont plutôt favorables aux individus, soit au roi, soit aux individus qui étaient censés défendre le château. Et du coup, assez hostiles aux assaillants, aux insurgés. Donc ça, c'est un premier ensemble de sources, des sources qu'on peut qualifier de littéraires. Et à ça, j'ai ajouté des sources plus administratives et judiciaires, c'est-à-dire des procès-verbaux, des interrogatoires, notamment les sources du tribunal révolutionnaire pour les individus qui sont mis en accusation pour leur participation réelle ou supposée à la journée. Et alors, toutes ces sources ne sont pas forcément inédites en soi, au sens où j'ai pas l'impression d'avoir exhumé des sources que personne ne connaissait. Peut-être là où je me distingue un petit peu, c'est que notamment les témoignages littéraires, je les ai mis en série, c'est-à-dire que le corpus de 38 que j'ai constitué de manière assez empirique, j'ai vraiment essayé de l'analyser de manière croisée, de manière assez rigoureuse pour comparer du coup les témoignages et voir tous les points, toutes les contradictions qui peuvent exister entre les témoignages. Peut-être la seule source qui, à mon sens, n'avait jamais vraiment été utilisée, c'est une source rétrospective, c'est les fruits d'une enquête administrative qui est lancée en 1814, donc au moment de la première restauration, lorsque la première arrivée sur le trône de Louis XVIII, pour asseoir son pouvoir, sa légitimité, notamment auprès de la noblesse. Il cherche à récompenser les vétérans de la dernière garde personnelle de Louis XVI, qu'on appelait la garde constitutionnelle, qui a existé que quelques mois au printemps 92. Et certains de ces vétérans, enfin, notamment les officiers, il y en a un bon nombre qui étaient là le 10 août pour défendre le château. Certains sont morts, évidemment, parce qu'on est quasiment à 30 ans d'écart. Mais il y a quand même une enquête qui est lancée pour permettre de récompenser ceux qui sont encore vivants. Et du coup, le lancement de cette enquête, ça va entraîner chez ces vétérans l'émission de demandes. Ils vont écrire des lettres, ils vont faire des demandes, ils vont envoyer des justificatifs pour prouver qu'ils étaient là, ils vont envoyer des états de service. Et donc ça, j'ai essayé de les étudier autant que j'ai pu en série aussi, ce qui était un peu compliqué parce que le carton était assez mal classé. Donc je pense qu'il est possible que j'ai raté des choses. Mais ça donnait un petit corpus rétrospectif, une vingtaine d'années après les faits, qui voit le regard que portent des acteurs sur ce qu'ils ont fait, la manière surtout dont ils essaient de valoriser un témoignage et un engagement qui jusqu'à présent était tu parce que, bah, évidemment, on peut le comprendre, dans la décennie 1790, un individu a peu d'intérêt à revendiquer le fait il a défendu le roi le 10 août 1792. Merci. Alors, j'aimerais maintenant qu'on entre un petit peu dans le détail des événements du 10 août 1792. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous pourrez nous faire un petit rappel des faits, de ce qui s'est passé. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur l'analyse de représentation picturale que vous effectuez en début d'ouvrage. Et notamment, il y en a deux qui ont retenu mon attention. C'est d'une part l'analyse que vous faites du tableau de Jacques Berthaud. Alors, oui, c'est celui-là, la prise du Palais des Tuileries, cours du Carrousel, le 10 août 1792, qui a été peint l'année suivante, en 1793, et que l'on peut aujourd'hui retrouver à Versailles. Et puis également l'estampe de, de Charles-Louis-François Le Carpentier, la journée du 10 août 1792 ou la chute du trône dédiée aux patriotes, qui là se trouve au musée Carnavalet. Et donc, la question, c'est de savoir en quoi ces deux tableaux sont-ils représentatifs finalement de ces événements, de cette prise des Tuileries. Mais si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer d'abord par un petit rappel des faits. Ouais, effectivement. Alors, un petit rappel chronologique sommaire des opérations, ça peut pas faire de mal, puisqu'effectivement, on est quand même face à une journée où, heure par heure, la situation évolue. Alors, sans remonter trop loin, je pense que le point de contexte général qu'il faut avoir en tête, c'est toute la période qui va du 20 juin 1792 au 10 août 92. Là, on a une période de 50 jours
encadrées par 2 journées révolutionnaires, donc une qui se termine relativement pacifiquement le 20 juin et une qui se termine dans un bain de sang le 10 août. Et pendant 50 jours, on a dans Paris une agitation extrême dans un camp et dans l'autre, dans le camp qu'on dit patriote et dans le camp qu'on dit royaliste ou contre-révolutionnaire. Et cette situation est encore empirée début août, puisque début août 92, à Paris, c'est le moment où on prend connaissance, dans la presse notamment, d'un texte appelé à devenir fameux, qu'on a appelé le manifeste dit de Brunswick, attribué donc au commandant en chef des armées, de l'armée prussienne et de des armées coalisées, puisqu'on est dans un contexte de guerre. En août 92, le 10 août, le territoire national n'est pas encore envahi. Les armées ne sont pas encore entrées en France, mais elles sont à la frontière, et c'est 9 jours après, le 19, qu'elles vont franchir la frontière. Donc il y a ce contexte militaire à prendre en compte, c'est un climat de paranoïa, notamment du côté révolutionnaire, où on est persuadé que finalement le complot qui se joue à la cour n'est qu'une tête de l'hydre contre-révolutionnaire qui se répand aussi aux frontières. Et alors vraiment là, au terme de chronologie plus fine, les camps se rassemblent dans les jours précédents. Dans la nuit du 9 au 10 août, on a une agitation très importante à Paris, un rassemblement armé qui se forme dans les rues avec la mobilisation, le tocsin qui sonne à minuit, et aux Tuileries, on a mis en place un plan de défense qui a été élaboré à la fin du mois de juin, qui est mis en application avec du coup des régiments qui sont massés à l'intérieur du château, donc c'est-à-dire des gardes suisses, à peu près 900 gardes suisses, des gardes nationaux, certains bataillons de gardes nationaux, et on a la présence de le groupe d'individus qui m'a le plus intéressé, c'est les nobles, qui sont tous des volontaires, donc à peu près, en gros, on va dire 200 à peu près, nobles qui viennent volontairement défendre le roi. Donc tout ce groupe forme les défenseurs, et à l'extérieur, on a une foule qui se forme progressivement autour du château, qui rassemble des gardes nationaux, des sans-culottes, de simples badauds qui sont venus voir ce qui se passe. Donc là, c'est la situation dans la nuit, donc pas encore d'affrontement. Et alors, juste pour pas faire la chronologie détaillée, mais il y a juste 2 moments importants dans la matinée. À 8 heures du matin, à peu près, le roi décide de quitter le château des Tuileries pour aller se mettre à l'abri dans l'enceinte de l'Assemblée. C'est ce que vous voyez sur le plan, dans la salle du manège que vous avez sur le plan que vous avez sous les yeux. Donc la salle du manège qui est le lieu où se réunissait l'Assemblée, à cette époque, qui est située dans le jardin des Tuileries à une centaine de mètres. Donc en gros, le roi s'extrait du château avec sa famille, avec une escorte militarisée évidemment, en partant du principe, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, que finalement ce départ, il n'y aura pas d'affrontement, puisque finalement l'objet de l'affrontement c'est le roi, savoir si on défend le roi ou on essaye autrement de faire pression sur lui. Donc si le roi s'extrait, va se mettre sous la protection de l'enceinte parlementaire, bah, finalement il n'y aura pas de combat aux Tuileries. Bon, l'avenir montrera que ça a été un peu plus compliqué que ça, mais donc il y a déjà ce moment où le roi s'en va à 8 heures du matin, ce qui marque quand même un tournant important, puisque ça veut dire que, et ça on n'en a peut-être pas toujours conscience, en fait, quand le château est envahi, quand les combats commencent, le roi n'est plus là. Donc l'enjeu de la journée n'est pas de capturer le roi, de le faire prisonnier, l'enjeu il est ailleurs. Donc ça c'est la situation à 8 heures. On estime que les combats commencent à peu près 1 heure après, vers 9 heures du matin, dans des circonstances là aussi très controversées, parce qu'évidemment chaque camp accuse l'autre d'être responsable d'avoir tiré le premier sang. Et on a des combats qui commencent vers 9 heures du matin, des combats très intenses qui durent en gros dans leur moment le plus grande intensité jusqu'à la fin de matinée, vers à peu près midi ou 13 heures, puisque c'est vers cette heure-là, midi 13 heures, qu'il y a un ordre de cessez-le-feu qui est transmis par le roi, donc depuis la salle du manège qui est transmis au palais des Tuileries, qui entraînerait, alors là, d'après certaines sources, on a l'impression que c'est immédiat, que le roi demande de cesser le feu et que tout le monde pose son fusil et que c'est terminé, et du coup que ça entraînerait ensuite des exécutions sommaires. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et que ne serait-ce parce que déjà matériellement, la transmission de l'ordre du fait que les combats ont lieu à différents endroits sont éclatés. On a dit beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler de cet ordre de cessez-le-feu, et soit on finit par se rendre, soit on n'avait plus de munitions. Et du coup, dans la deuxième moitié de l'après-midi, donc à partir de 13 heures jusqu'à peut-être 16 heures, il y aurait des combats sporadiques qui auraient continué, et ensuite, en fin de journée, il y aurait eu une phase d'arrestation, d'exécution sommaire, qui peuvent parfois tourner au massacre, des pillages aussi, et le calme qui reviendrait dans la nuit du 11 août. Donc ça, c'est vraiment pour faire un récit très sommaire pour le cadre chronologique de la journée. Ensuite, pour revenir à la deuxième partie de la question sur les représentations iconographiques, alors j'imagine que si on vous parle du 10 août, peut-être l'image qui vient en tête de beaucoup de personnes, c'est le tableau de Berthaud, parce que c'est le plus connu, c'est celui qui est sur la plupart des ouvrages qui évoquent le 10 août, on a cette représentation. C'est même devenu une image symbole de la révolution en soi ou de la violence révolutionnaire, parce on la trouve même sur des couvertures d'ouvrages qui n'ont absolument rien à voir avec le 10 août et qui ne parlent pas du coup du 10 août, donc c'est un des symboles de la violence révolutionnaire.
Ce qui est intéressant avec ce tableau, si on laisse de côté évidemment sa qualité formelle, la composition très frappante, etc., là c'est des considérations d'histoire de l'art sur lesquelles personnellement je ne suis pas compétent, mais moi ce qui m'a intéressé c'est déjà la volonté d'ordonnancement, c'est-à-dire que ça paraît quand même assez, il y a une forme d'esthétique dans les colonnes qui se déplacent, tout est bien ordonné, mais, et à mon avis le paradoxe il est là, c'est que, alors c'est peut-être un petit peu du mauvais esprit de faire ça, mais si on regarde en détail, j'ai l'impression qu'en fait, on ne comprend rien. C'est-à-dire que d'un point de vue militaire, si on réfléchit au combat qui est en train de se dérouler sous nos yeux dans ce tableau, on ne comprend pas le positionnement des corps, ce que fait certains groupes. Alors, il y a deux exemples, si c'est possible de passer à la slide suivante. Pour vous illustrer ça, j'ai pris deux, si on zoome un petit peu sur le tableau. Alors, sur cette partie-là, donc qui correspond à la partie en haut à gauche, vous avez la présence de plusieurs chevaux, donc soit des cadavres de chevaux ou des chevaux blessés au premier plan, et en fond, on voit une charge de cavalerie. Alors ça, c'est déjà assez surprenant parce que, a priori, tous les témoignages s'accordent pour dire que la cavalerie n'a joué aucun rôle le 10 août, puisque il y avait des gendarmes à cheval notamment qui étaient chargés de défendre le château, mais ils ont fait défection, ils sont passés dans le camp des insurgés et a priori, ils n'ont pas combattu à cheval s'ils ont combattu. Pour une raison relativement logique, c'est qu'on voit quand même que l'espace est assez restreint, donc c'est très difficile d'avoir de l'espace pour manœuvrer à cheval, on ne peut pas prendre d'élan ni rien. Ce qui est du coup surprenant dans le tableau de Berthaud, puisque en haut à gauche, le long du mur du palais, vous avez une foule de cavaliers qui semblent avancer. Et en fait, donc, vu leur uniforme bleu, ils font partie du camp des assaillants, puisque le tableau met quand même une position entre le rouge des défenseurs, le bleu des assaillants. Mais en fait, si on réfléchit, on ne comprend pas en quoi rime cette charge, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont rentrer à cheval dans le palais, alors qu'on voit que les gardes suisses sont alignés en rang et font un feu de peloton, donc ça n'a pas grand sens. Donc on ne comprend pas le sens de cette charge de cavalerie. À part que, du coup, effectivement, mettre des chevaux, ça peut paraître assez spectaculaire. Et alors là, si on passe à l'image suivante, autre détail, là, c'est plus sur vraiment la manière de représenter les corps. On a deux scènes isolées avec, donc sur la gauche, vous avez un garde suisse qui se fait exécuter par deux individus en habit de sans-culotte, donc un qui l'éventre avec sa pique et l'autre qui s'apprête à lui porter un coup de sabre. Et à droite, vous avez un individu qui est relevé par un autre, et donc ça, ces deux scènes sont assez intéressantes parce que le garde suisse exécuté là, c'est une scène qui fait bien plus penser à la fin des combats, c'est-à-dire le moment où voilà, les blessés sont exécutés, etc. Alors que là, on a l'impression qu'elle a lieu en plein milieu de l'assaut, c'est-à-dire qu'à 2 mètres derrière lui, il y a toute une colonne d'insurgés qui se lance à l'assaut, il y a un homme à cheval en habit de garde nationale, on ne sait pas exactement ce qu'il fait non plus, et on a pourtant cet individu complètement isolé qui se fait exécuter, donc on ne comprend pas, sachant que tous les autres Suisses sont à l'abri du château ou sont déjà morts, on ne comprend pas ce qu'il fait là. Et pour l'individu qui se fait relever, ce qui m'a intéressé, c'est que si vous regardez la manière dont il est habillé, il porte un habit d'aristocrate, c'est-à-dire qu'il a des bas de soie, il a une culotte, il a une redingote, et pourtant il a un fusil avec une baïonnette, donc, et on a l'impression que la personne qui lui vient en aide et aussi quelqu'un qu'on n'a pas l'uniforme de garde suisse. Donc, en fait, on ne comprend pas exactement qui est cet individu et est-ce que la personne qui le relève, c'est pour l'arrêter, pour lui venir en aide. Et ça fait écho au fait que, finalement, dans les représentations de la journée, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais la noblesse est complètement absente. On réduit la journée à un affrontement entre gardes nationaux sans culotte et gardes suisses. Et là, du coup, ce qui est intéressant dans le tableau, c'est qu'il y a cet individu qu'on aurait tendance à considérer comme un assaillant, mais qui en fait porte l'uniforme qui serait plutôt celui d'un aristocrate, puisque à mon avis, ce serait quand même étonnant qu'un individu qui porte une tenue comme ça d'aristocrate se lance à l'assaut du château des Tuileries au milieu des sans-culottes, parce que dans ce cas, par prudence, il aurait peut-être dû s'habiller autrement s'il voulait se fondre dans la masse. Donc ça m'intéresse, c'est ça qui m'a intéressé, c'est du coup réfléchir concrètement à ce que cette image peut nous dire sur un petit peu les impensés de la journée, la question de la présence des nobles, la question aussi des mouvements concrets qui ont pu être, d'un point de vue militaire, qui ont pu être effectués dans un espace quand même assez restreint comme la cour des Tuileries et l'intérieur du bâtiment. Et si on passe à la deuxième image, là, l'opposition est quand même assez marquante, puisqu'alors qu'on a dans le tableau de Berthaud une composition assez équilibrée, là, on a au contraire une image de chaos pur qui représente l'intérieur du château, donc au moment où il est envahi. Donc déjà, c'est une des rares représentations et peut-être même la seule contemporaine qui représente l'intérieur du château. La plupart des compositions représentent plutôt l'extérieur, donc on a une vue un peu panoramique du château. Là, on a l'intérieur et en fait, on voit qu'on ne comprend rien, que c'est un chaos sans nom. Et ça correspond quand même relativement bien au vécu des individus qui étaient présents ce jour-là, puisque il faut avoir conscience que à l'intérieur du château, on n'avait pas que des combattants, on avait aussi du personnel de la cour, des hommes, des femmes qui n'étaient pas destinés à combattre, des gens qui, dès le début du combat, ont cherché à fuir,
qu'ils soient armés ou pas, et on a une foule qui envahit, donc il faut imaginer que dans un espace relativement restreint, vous avez des centaines, des milliers de corps mêlés les uns aux autres, où, comme ils ont parfois le même uniforme, c'est très difficile de savoir qui est dans quel camp, entre ceux qui cherchent à fuir, ceux qui cherchent à combattre, ceux qui veulent entrer pour combattre, ceux qui veulent voir ce qui se passe, etc. Et je trouve que cette image, du coup, rend assez bien compte de ce chaos intégral, parce que si on regarde dans le détail, on a vraiment du mal à savoir ce qui se passe exactement. On a l'impression que se mêlent des personnes qui essaient de s'enfuir, des gens qui sont exécutés, des gens qui essaient de se défendre. Donc je pense que ça recouvre assez bien la vision qui est donnée par des témoins, notamment des témoins de l'intérieur des Tuileries, qui décrivent en fait la panique générale qui règne dans le château lorsque celui-ci est forcé, ou même dès le début, lorsque le feu éclate, où beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que finalement la violence éclate à ce point ce jour-là. Merci. Alors, toujours sur l'événement lui-même, vous avez précisé tout à l'heure que cette journée du 10 août 1792, elle avait été marquée par le déploiement d'une violence qui était jusqu'alors inédite. Car même le 14 juillet avait dénombré à peu près 10 fois moins de victimes. Et puis vous ajoutez que c'est la journée de guerre civile la plus meurtrière depuis la Saint-Barthélemy de 1572. Alors, donc la question, c'est comment peut-on expliquer un tel degré de violence lors de cette journée, en fait? Pour la comparaison avec le 14 juillet, je pense que alors effectivement, le 14 juillet, on est à peu près sur une centaine de morts du côté des assaillants et du côté des défenseurs, en fait, comme la garnison qui défend les Tuileries, donc les Tuileries, la Bastille, pardon. La Bastille est défendue par une trentaine de gardes suisses et à peu près 80-82 vétérans. Donc des effectifs beaucoup plus restreints que ceux qui sont à l'intérieur des Tuileries, où on a plus de 1000 personnes en armes à l'intérieur des Tuileries et qui sont vraiment là quand les combats commencent. Ils étaient même encore plus nombreux dans la nuit, on était plutôt à 2000 ou 3000 personnes dans la nuit. Donc la différence par rapport au 14 juillet, je pense qu'elle tient déjà à la configuration des combats, qui fait que en fait, la forteresse de la Bastille s'est rendue avant d'avoir été complètement forcée, ce qui fait qu'on n'a pas eu de combat au corps à corps. Or, les combats au corps à corps, forcément, ça va être les plus meurtriers, y compris le 10 août. Et l'autre chose, c'est aussi l'architecture qui a dû jouer, puisque les Tuileries ne sont pas du tout une forteresse imprenable comme pouvait l'être la Bastille, qui a quand même une architecture de forteresse médiévale. Là, au contraire, les Tuileries, on est quand même sur un palais rectiligne qui est plus difficile à défendre, avec on n'a pas de pont-levis comme on a pu l'avoir le 14 juillet, puisque d'ailleurs, on suppose, d'après les études qui ont été menées sur le 14 juillet, c'est qu'en fait, ce qui a permis que la Bastille soit forcée, c'est que à un moment, un des ponts-levis a été ouvert et que si ça n'avait pas été le cas, les assaillants n'auraient sûrement jamais réussi à entrer. Alors après, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose sur les conséquences de la journée, mais en tout cas, d'un point de vue militaire, la Bastille n'aurait pas été prise. Dans les Tuileries, on ne peut pas avoir ça. Ce qui fait que la comparaison la plus intéressante, peut-être pour comprendre l'enchaînement qui a pu mener à ce déchaînement de violence, c'est la comparaison avec la journée du 20 juin 92, puisqu'en fait, on est sur exactement la même configuration, puisque 50 jours avant le 10 août, il y a déjà eu une invasion des Tuileries par une foule en armes, composée de gardes nationaux, de sans-culottes, de citoyens venus en armes pour faire pression, notamment sur le roi. On a aussi, du côté des défenseurs, on a des nobles déjà qui se sont réunis en apprenant qu'il se passait quelque chose sur le roi, qui sont venus défendre le roi en armes aussi. Donc finalement, les effectifs sont moins importants le 20 juin qu'ils ne le sont le 10 août, mais la configuration est la même. Et pourtant, le 20 juin, il n'y a pas de violence, en dehors de, évidemment, quelques coups qui ont pu être échangés, mais on n'a pas de tir comme ça, de peloton comme ont pu faire les Suisses. A priori, il n'y a pas de victimes directes lors de cette journée. Et à mon avis, le principal facteur d'explication qui fait la différence entre le 20 juin et le 10 août, c'est que le 20 juin, le roi est présent à l'intérieur du château et le roi s'expose. D'ailleurs, même les personnes qui ont tendance à décrier un petit peu Louis XVI pour son manque de courage reconnaissent que le 20 juin, le roi n'a pas hésité à s'exposer physiquement, à se montrer aux insurgés, évidemment entouré par des nobles et par des gardes nationaux, mais qu'il a fait preuve à cette occasion d'une forme de courage physique, de maîtrise de lui-même, et que, d'après les témoignages encore, c'est ce moment où le roi s'est exposé qui expliquerait que la violence n'a pas eu lieu, que le sang n'a pas coulé, parce que finalement, on est encore dans l'idée où le roi de France reste quand même, malgré toutes les critiques qui peuvent s'abattre sur Louis XVI, malgré la déconsidération dont il est l'objet depuis l'épisode de Varennes, ça reste quand même le roi de France, ça reste une figure qui incarne, au-delà de sa personne physique, qui incarne quand même un principe, une monarchie millénaire. Donc, il y a pu avoir une espèce de blocage mental des deux côtés
qui fait que voilà, la présence du roi a fait un effet de sidération, le roi s'est exposé, il a parlementé avec certains des insurgés, ce qui a fait baisser la pression. Le 10 août, à l'inverse, pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, le roi n'est pas là, et à mon avis, ça fait sauter un verrou mental des deux côtés. Du côté des assaillants, ça veut dire que, de toute façon, comme le roi n'est pas là, il n'y a pas de risque de commettre une violence qui pourrait encore être considérée comme de lèse-majesté ou comme sacrilège, puisque finalement, la personne physique du roi n'est pas l'enjeu de la journée. Et du côté des défenseurs, ça veut aussi dire que le but n'est pas de protéger le roi, le but est soit de survivre, soit d'empêcher les assaillants d'entrer dans le château. Donc, des deux côtés, ça peut expliquer, à mon avis, qu'on bascule vers un règlement de compte. Après à peu près 50 jours de tension des deux côtés, les esprits sont échauffés, il y a des rancœurs qui sont tenaces des deux côtés, il y a un certain nombre d'individus dans les deux camps qui ont envie d'en découdre, et finalement, tout ça fait que malgré le départ du roi, la tension ne retombe pas, puisque une heure après le départ du roi, après des violences isolées de chaque côté, les Suisses finissent par tirer une salve qui déclenche une hécatombe du côté des assaillants, et ça entraîne du coup le basculement, puisque la journée maintenant bascule vraiment en bataille rangée, parce que les assaillants reviendront à l'assaut à plusieurs reprises, finiront par épuiser les ressources des Suisses, donc on bascule vraiment dans une bataille rangée, alors que le 20 juin, ça n'a pas été le cas, et c'est évidemment pas la seule explication, mais je pense que l'absence physique du roi est un élément qui a beaucoup joué, puisque évidemment, on peut pas, il ne s'agit pas de faire de l'histoire contrefactuelle, mais peut-être que si, comme le 20 juin, le roi s'était exposé physiquement, avait essayé de parlementer, en tout cas, au lieu de sortir des Tuileries avant que vraiment le palais ne soit cerné, peut-être qu'en tout cas, la suite de la journée aurait été différente. Merci. Alors, si vous le voulez bien, on va pouvoir voir un petit peu maintenant les différents acteurs qui ont cherché à défendre le château. J'aimerais qu'on commence par les gardes suisses, d'autant plus que j'ai trouvé qu'il y avait un fait très intéressant que vous précisez dans l'ouvrage, c'est que parmi les gardes suisses, on a une diversité d'opinions et notamment on a un certain nombre de républicains. Et donc il y avait des divisions qui existaient au sein de ce corps. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est finalement comment expliquer leur défense acharnée, puisque c'est bien eux qu'on met en avant dans la défense du château, et finalement le faible nombre de défections qui existent dans leur camp, malgré les divisions qui pouvaient exister. Alors effectivement, le régiment des gardes suisses, c'est un régiment qu'on pourrait qualifier de régiment en crise en 1792, de deux points de vue qui se recoupent. D'un point de vue politique, puisque comme vous l'avez dit, il y a des dissensions. Il ne faut pas imaginer que tous les Suisses sont des royalistes contre-révolutionnaires. Il y en a un certain nombre, notamment parmi les officiers, mais il y a aussi des gens qui, sans être forcément des républicains, sont en tout cas plutôt des modérés. Donc il y a déjà ça. Et d'un point de vue militaire, c'est aussi un régiment qui est face à une forme de crise de vocation. C'est le dernier régiment qui subsiste encore de la maison militaire du roi. Tous les autres ont disparu. Les gardes du corps, les mousquetaires, etc. ont tous été supprimés. Donc il n'y a plus que celui-là qui existe. Et il a l'impression d'être maintenant réduit à une fonction de parade, de défense stricte, de maintien de l'ordre, autant de missions qui n'étaient pas ses missions originelles et qui peuvent paraître comme assez dévalorisantes, ce qui est un petit peu la même chose que ce qu'avaient connu les gardes françaises en 89, qui trouvaient aussi, ce régiment qui a fini par disparaître, par être dissous, qui trouvait aussi que lui demander de maintenir l'ordre dans Paris, c'était pas sa mission originelle. Sur la question des défections et des ralliements, d'ailleurs, le problème, évidemment, c'est d'évaluer ça statistiquement. On ne peut pas savoir sur les 900 Suisses qui sont à peu près présents, je ne peux pas vous dire combien ont fait défection, combien se sont ralliés, mais c'est certain que c'est avéré, puisque dans les deux camps, y compris des sources patriotes, qui soulignent qu'il y a bien des Suisses qui ont, de leur propre initiative, déposé les armes avant le début du combat ou au début du combat. Là-dedans, évidemment, c'est difficile de faire la part de ce qui relève d'une volonté de prudence, en se rendant compte que finalement, soit le combat n'a pas lieu d'être mené, soit ça vaut pas le coup de se sacrifier pour défendre un château où le roi n'est plus présent, sachant que la mission des gardes suisses, théoriquement, c'est de protéger le roi et sa famille, ou ce qui peut relever au contraire d'un attachement sincère à la cause de la Révolution, d'une volonté de fraterniser, d'un refus de tirer sur le peuple, d'obéir aux ordres. Donc là, c'est difficile de faire la part entre les deux. C'est certain qu'il y a pu avoir une forme de dilemme de fidélité, puisque comme je l'ai dit, leur mission c'est de défendre le roi, et là on leur demande de défendre un château où le roi n'est plus présent, en tout cas pour ceux qui sont encore qui sont maintenus au sein du château, parce qu'il y a à peu près une centaine de gardes suisses qui accompagnent le roi à l'Assemblée, mais ça en fait quand même entre 700 et 800 qui restent sur place. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est paradoxal, vous l'avez dit, c'est que malgré tout, ils vont faire corps. C'est-à-dire qu'il y a eu des défections, c'est certain, mais en majorité, ils vont tenir le château, ils vont rester sur place, ils vont combattre pendant des heures, beaucoup vont le payer d'ailleurs de leur vie.
à peu près 300-350 qui vont être tués, plus tous ceux qui seront exécutés par la suite, notamment pendant les massacres de septembre, on a quand même l'impression, malgré les dissensions, d'une forme de cohésion globale du régiment qui a tenu le choc, qui a été capable d'affronter les assaillants. Et là, à mon avis, ce qui se joue, c'est moins une question idéologique, c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit parce que ce sont de fiefés contre-révolutionnaires ou des royalistes convaincus qu'ils ont voulu se faire des sans-culottes. Je pense au contraire que c'est là les composantes, c'est plutôt des questions d'honneur, des questions d'esprit de corps, des questions de fraternité qui fait que voilà, on ne lâche pas au sein de quand même un régiment. C'est la troupe la plus professionnelle qui est présente ce jour-là, puisque les gardes nationaux qui sont présents dans les deux camps, certains sont des gardes nationaux soldés, ont pu avoir une carrière militaire, mais beaucoup sont des citoyens ordinaires à qui on a donné un uniforme, une formation rudimentaire et là, ils se retrouvent ce jour-là dans une configuration de combat de haute intensité à laquelle ils ne sont pas du tout préparés. Les Suisses ont quand même pour eux leur métier, l'habitude, le fait d'être des soldats compétents, une forme de troupe d'élite, des militaires de carrière. Donc, ils ont quand même une cohésion et un esprit de corps plus important. Et donc, à mon avis, c'est la volonté de tenir, de ne pas lâcher ses camarades, aussi peut-être la dimension symbolique de ne pas se laisser forcer et de défendre le château, même si le roi n'y est plus, qui fait que ils ont tenu. Et d'ailleurs, dans les témoignages, on a l'impression que les acteurs clés du côté des Suisses, ce ne sont pas les officiers supérieurs, qui semblent d'ailleurs assez impopulaires, c'est plutôt les capitaines notamment, donc ceux qui sont les plus proches de leurs hommes, donc notamment le capitaine Durler, par exemple, qui a écrit un témoignage, qui est une des sources sur lesquelles je me base. Bah, quand on lit son récit, c'est lui qui a l'initiative par rapport à la troupe qui commande, c'est lui qui décide, en gros, il fonctionne en autonomie. Il n'obéit pas à des ordres d'officiers supérieurs suisses ou d'officiers supérieurs qui n'appartiennent pas aux gardes suisses. Donc c'est lui qui est à la manœuvre directement, et du coup on peut estimer que par la connaissance qu'il a de ses hommes, peut-être que ceux-ci ont été plus enclins à le suivre. Et du coup, cette cohésion et cette volonté des gardes suisses, je pense qu'on la lie aussi dans le fait que, dans leurs témoignages, évidemment, ils ont tout intérêt à enjoliver aussi pour la mémoire suisse, vu l'importance de la journée du 10 août dans la mémoire suisse. De leur point de vue, en fait, ils ont gagné. C'est-à-dire que si le roi ne les avait pas forcés à déposer les armes, le combat était vaincu. Ils étaient en train de reprendre le contrôle non seulement de l'intérieur du château, mais des cours aussi. Et c'est le roi qui les a forcés à jeter les armes. Ce qui est un petit peu ambigu là-dedans, c'est que dans la mesure où ça fait plusieurs heures qu'ils affrontent les insurgés, qu'ils ont dû bien avoir conscience que si jamais ils se rendent, il y a quand même des chances qu'ils soient exécutés, ou en tout cas qu'ils ne soient pas forcément très bien traités. On a du mal à les imaginer déposer les armes comme ça subitement. Donc, à mon avis, il y en a quand même beaucoup qui ont continué à se battre malgré l'ordre de cessez-le-feu ou sans être au courant de l'ordre de cessez-le-feu. Toujours pour cette idée où maintenant c'est une question de survie. C'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre avaient conscience que de toute façon, il fallait aller jusqu'au bout de ses munitions, jusqu'au bout de ses forces physiques, parce que de toute façon, le seul horizon qui s'ouvrait à eux, c'était soit une captivité, mais à supposer qu'on les traite comme des captifs et qu'on les exécute pas, soit simplement d'être tués directement. Donc, ils ont préféré mourir les armes à la main finalement que se rendre. Ce qui explique aussi, à mon avis, l'ampleur des pertes de leur côté par rapport aux gardes nationaux et aux nobles de la défense qui ont, eux, plus cherché peut-être à s'échapper du château que. Que vous venez de mentionner, donc les nobles, alors qui, à mon sens, constituent vraiment le cœur de votre ouvrage. Alors, on sait que la noblesse d'épée, bah, elle a vu sa fonction changer au XVIIe et XVIIIe siècle, puisque Louis XIV est forcé de domestiquer cette noblesse turbulente après la Fronde. Et ce processus s'est poursuivi au XVIIIe siècle. Et donc, bah, la noblesse, au moment de la Révolution, elle semble avoir perdu une part de son autonomie, mais elle continue à se réclamer du service du roi. Et donc, bah, la question que je vous pose, c'est en fait, que nous apprend cette journée du 10 août 1792 sur le comportement et les modes de pensée de la noblesse d'épée sous la Révolution? Et puis, une deuxième question aussi à propos de cette noblesse. Finalement, est-ce que cette journée du 10 août pourrait constituer une sorte de chant du cygne d'une noblesse qui bah, n'est pas parvenue à s'adapter à cette modernité? Ce qui m'a intéressé et ce qui m'a intrigué, ce qui explique aussi en partie mon intérêt pour cette journée, c'est à quel point, dans les témoignages nobles, ils restent caparaçonnés dans une vision très chevaleresque de leur rôle. Effectivement, vous l'avez dit, l'idée de service du roi joue un rôle très important. À mon avis, il y a quand même une forme de mentalité féodale qui reste valable, c'est-à-dire que voilà, on est encore alors, plus dans des semonces comme on pouvait en avoir au XIIIe siècle, mais on est dans l'idée qu'il y a des appels qui sont lancés, et du coup, il y a une partie de la noblesse qui vient défendre le roi. Alors, une partie, numériquement, il faut quand même préciser que c'est une partie extrêmement minoritaire, puisque
maximum, on va dire, 200 ou 300 personnes qui sont venues pendant l'été, c'est quand même très faible par rapport aux effectifs de la noblesse. Donc ça prouve que quand même cette minorité, on va dire peut-être les durs de durs, sont quand même très minoritaires par rapport à la majorité de la noblesse française qui, de toute façon, est restée relativement neutre pendant la Révolution ou a plutôt cherché soit à immigrer, soit à s'en sortir, mais pas à prendre les armes pour combattre directement dans Paris pour défendre le roi. Donc ça relativise un petit peu ça, mais ça participe aussi de leur impression d'être finalement la minorité, la noblesse d'épée, les derniers des derniers représentants de la noblesse d'épée, avec du coup cet imaginaire chevaleresque qui reste très marqué et qui est d'ailleurs de manière assez intéressante utilisé par les deux camps, puisque si on retourne au PowerPoint, si vous peut-être montrer la dernière image que j'ai mise sur le PowerPoint à la 8e slide, c'est une estampe qui a circulé en 1792. Alors, pour être précis, je ne sais pas exactement si elle est, à mon avis, vu le texte, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui a été fait par le camp patriote pour le dénigrer. Mais sur l'image, vous avez, alors c'est censé représenter le dauphin, donc qui a 7 ans à l'époque, en armure de chevalier avec une épée, avec sur son écu le profil de toute la famille Bourbon, donc le roi, la reine et lui-même, et qui est présenté dans la légende de cette estampe comme le signe de ralliement que les nobles auraient utilisé le 10 août pour se retrouver autour de cette image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte semble montrer l'expression chevalier du poignard, qui est une expression un peu ridicule qu'utilisent les sources patriotes pour se moquer des nobles, en disant que finalement, c'est plus l'épée, maintenant c'est le poignard du conjuré, la seule chose qui leur reste. On voit quand même que, même du point de vue des patriotes, le modèle chevaleresque, ça reste à la fois un motif de risée, puisque c'est comme toutes les gravures révolutionnaires qui représentent le prince de Condé, les immigrés comme des modernes Don Quichotte dans leurs énormes armures dignes du XVIe siècle. Mais ça prouve aussi qu'il y a quand même une forme d'inquiétude par rapport à ça. Cette image de quand même le noble, le chevalier du poignard, l'idée que les armes blanches qu'utilisent les nobles peuvent facilement être des armes utilisées pour les complots, etc. Ça prouve qu'il y a quand même une forme d'inquiétude aussi. Derrière les railleries, il y a quand même une forme d'inquiétude et ça prouve aussi que les nobles aussi récupèrent ces motifs pour les revendiquer, puisque dans les témoignages que j'ai étudiés, il y a quand même une vision très chevaleresque qui est donnée, où beaucoup insistent sur le fait que c'était leur devoir, il fallait qu'ils soient là, il fallait accompagner le roi, ce qui du coup peut créer d'ailleurs des dilemmes, puisque quand à 8 heures, le roi décide de quitter le château des Tuileries, est-ce qu'il faut suivre le roi ou est-ce qu'il faut rester à l'intérieur du château? Là, il y a eu un débat au sein de la noblesse sur savoir quoi faire. Finalement, le roi leur aurait demandé de ne pas le suivre, en partant du principe que bah, leur présence n'allait faire que attiser un peu plus les tensions, parce qu'ils sont quand même très décriés par les sans-culottes, par les gardes nationaux qui considèrent que finalement les nobles, c'est le cœur du complot aristocrate, ce ne sont pas les gardes suisses, ce sont vraiment les nobles, parce qu'en plus ils sont là volontairement, ils sont proches du roi, donc c'est vraiment eux l'ennemi à abattre, plus que les gardes suisses, en tout cas avant que les combats commencent. Et donc, ils restent de leur côté eux-mêmes, ils restent dans ce réflexe quasiment féodal de il faut venir entourer le roi physiquement, il faut lui servir de garde du corps au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire ne même plus appartenir à une garde, mais juste protéger physiquement le roi, l'entourer, faire barrière de son corps. Donc, un mélange de courtisanerie et de chevalerie. Et c'est assez intéressant parce que l'imaginaire chevaleresque, ça sert aussi de valeur refuge, dans la mesure où la plupart des nobles qui sont présents ce jour-là sont des militaires de carrière qui ont perdu leur commandement parce qu'ils ont été progressivement évincés de l'armée, parce que les régiments de la maison militaire du roi auxquels ils appartenaient ont été supprimés, y compris le dernier d'entre eux, la garde constitutionnelle, supprimée fin mai, début juin, donc ils se retrouvent sans commandement, sans fonction stricte. C'est pour ça qu'ils sont là volontairement, sans uniforme particulier. Et ils continuent quand même à revendiquer ce rôle militaire. Donc ça fait écho aussi au fait que depuis le milieu du XVIIIe siècle, il y a une espèce de retour de l'imaginaire chevaleresque autour de tous les débats sur est-ce que la noblesse doit être une noblesse militaire, est-ce qu'on doit accepter la noblesse commerçante, donc le débat entre l'abbé Coyer et le chevalier d'Arc, notamment au milieu du XVIIIe. Tout ça, ça rejoue encore un petit peu pendant la Révolution. Et du coup, le service de l'épée, donc vraiment, pour reprendre cette idée de noblesse d'épée, l'épée reste un motif de ralliement pour la noblesse, cette idée qu'il faut défendre le roi, c'est le devoir ultime de la noblesse, c'est son honneur et c'est sa grandeur de se sacrifier au pied du trône du roi, en quelque sorte. Alors évidemment, ça c'est la théorie. En pratique, quand il s'agit de lutter sur le terrain le 10 août, c'est un peu plus compliqué que ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que le rôle opérationnel concret joué par les nobles ce jour-là est quand même assez limité, ne serait-ce pour une raison très simple, c'est que bah, comme on le voit sur l'image, ils se sont munis essentiellement d'armes blanches, d'épées, de couteaux de chasse, qui sont pour eux des armes identitaires. J'ai trouvé aucun témoignage qui confirme de manière explicite que des nobles se sont munis de fusils. Alors que, vu la configuration des combats, dans la mesure où le château est cerné par des individus
qu'il faut repousser avec une salve et qu'après il faut tenir à distance, bah, quand vous avez une épée, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire ça que si vous aviez un fusil. Or, il y a quand même une forme de réticence de leur part à utiliser des armes à feu, sauf certains qui utilisent des pistolets, mais en tout cas pas des fusils, parce que le fusil, c'est l'arme réglementaire, c'est l'arme du commun, en quelque sorte. Eux, au contraire, ce sont les descendants de la chevalerie française, donc leur arme, c'est l'épée. Il y a plusieurs discours qui sont rapportés dans des sources, alors qu'ils sont peut-être en partie inventés, mais où notamment dans un témoignage d'un noble qui s'appelle Cazotte, qui raconte que lors d'un dialogue, il y a un débat avec des capitaines de la garde nationale qui disent à la reine que les nobles ne servent à rien, parce que de toute façon, ils n'ont pas de fusil, ils ont des épées, et les épées, on n'en fera rien, donc ça n'a aucune utilité d'avoir des nobles en armes à l'intérieur des Tuileries. Et la reine répond que pour des gentilshommes, l'épée, c'est l'arme qu'il faut, donc ce sera assez pour des gentilshommes, c'est-à-dire qu'un gentilhomme muni d'une épée, c'est l'équivalent d'un garde suisse muni d'un fusil. Alors, encore une fois, les combats vont montrer que c'est un peu plus compliqué que ça, mais donc il y a finalement l'intérêt, pour reprendre cette idée de champ du cygne, en tout cas, la journée du 10 août, c'est le moment où il y a une collision en quelque sorte entre l'imaginaire chevaleresque dans lequel ils continuent pour beaucoup à se raccrocher, pour les 200, 300 qui sont là, et bah, la réalité de leur utilité militaire, à savoir que bah, quand ils n'ont pas un régiment de soldats à leur solde, mais que c'est eux qui doivent combattre directement, alors que c'est plutôt des officiers, là ils sont obligés de se comporter comme des hommes du rang, parce qu'ils combattent à pied, c'est eux qui doivent former le gros des troupes, bah, en fait, ils sont incapables de s'organiser et ils sont incapables de jouer un rôle particulier parce que la distinction sociale, c'est-à-dire le fait de continuer à porter une épée, passe avant l'utilité opérationnelle, c'est-à-dire le fait de se dire qu'un fusil, ce sera peut-être quand même beaucoup plus pratique pour défendre le château des Tuileries. Alors, justement sur l'utilité des nobles lors des combats, il est vrai que pour défendre des assaillants qui arrivent en masse sur le château, le fait d'être armé d'une arme blanche, ça n'est pas très utile. Mais par rapport aux scènes de chaos qu'on évoquait tout à l'heure dans la représentation de la gravure, bah, là, pour le coup, on était en corps à corps. Et vous avez malgré tout mentionné que bah, on voit très peu de nobles qui sont représentés, là où paradoxalement, ils auraient peut-être été plus utiles, justement, par leur savoir-faire, leur maniement de l'arme blanche. Donc, pourquoi finalement eh ben, est-ce qu'on les retrouve pas à ce moment-là? Alors, je pense que ça tient déjà d'une manière globale, et là, ça ne concerne pas que les nobles, au fait que les combats qui sont menés à l'intérieur du château, qui sont les plus violents, les plus létaux, du fait qu'on est sur des blessures, avec là, c'est du fait de la cadence de tir des fusils, où vous tirez à peu près 3 coups par minute, en plus la fumée épaisse qui se dégage des fusils, on peut supposer qu'une fois qu'une salve a été tirée à l'intérieur du château, on ne voit plus rien, donc les fusils deviennent inopérants, donc il faut passer soit à la baïonnette, soit à l'arme blanche si on a une autre arme blanche. Donc le gros des combats à l'intérieur ont dû se faire sur des combats comme ça à l'arme blanche, ça a été les plus létaux, mais finalement c'est ceux où on a le moins de témoignages, et il y a déjà une raison assez logique, c'est qu'a priori il y a quand même beaucoup des participants à ces combats qui n'ont peut-être pas survécu, surtout du point de vue du côté des défenseurs, c'est-à-dire que ce soit les Suisses ou les nobles ou les gardes nationaux qui ont pu défendre le château l'épée à la main, pour beaucoup, a priori, ils n'ont pas survécu. Et pour ceux qui ont survécu, qui témoignent, ils s'en tiennent à des visions assez limitées, à des périphrases, parce qu'il y a une forme de réticence à évoquer. On insiste beaucoup, ça c'est très fréquent dans les sources, qui parlent de la violence, pas que pour l'époque révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur la violence qu'on a subie. Donc par contre, les blessures, on va beaucoup insister sur les blessures qu'on a subies, sur les tirs, les balles qu'on a évitées. Par contre, la violence qui a été commise par soi-même pour survivre, on est beaucoup plus elliptique dessus. Parce que voilà, ça fait référence à tout tous les tabous qui peuvent entourer l'acte de tuer, etc., même dans un contexte militaire. Surtout là, on n'est pas dans une bataille au sens strict, on est quand même sur un combat plutôt irrégulier. Donc effectivement, quand même, a priori, le fait que ce soit des militaires de carrière, le fait qu'ils aient un équipement qui est quand même supérieur à l'équipement du sans-culotte lambda qui a pu partir à l'assaut des Tuileries, puisqu'on a par exemple le témoignage de La Rochefoucauld qui raconte qu'il défend le château avec une épée et 2 pistolets. Le sans-culotte de base, il n'a pas les moyens d'entretenir un équipement constitué d'une épée et de 2 pistolets. Donc ça, c'est quand même un équipement qui devrait leur permettre de s'en sortir. Alors, dire qu'ils ont été d'aucune utilité pour la défense des Tuileries, ça veut dire que quand on suit le déroulement des combats, les témoignages des Suisses, les Suisses disent que parfois ils parlent quasiment jamais des nobles, et quand ils parlent des nobles, c'est juste pour dire que voilà, ils n'ont pas servi à grand chose, ils ont surtout été là pour montrer qu'ils étaient là, et après on n'a plus entendu parler d'eux quand les combats ont commencé. Évidemment, les nobles donnent une autre vision, eux insistent sur leur rôle, disent que parfois il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est eux qui ont commandé des troupes suisses, qui paraît quand même assez improbable, mais évidemment ils ont tendance à eux au contraire majorer leur rôle. Ce qui est certain, c'est que ils sont à peu près, alors j'en ai identifié à peu près 168. On peut estimer que comme je n'ai pas pu tous les trouver, ils sont à peu près 200. Sur les 200, il y en a 7 qui meurent, de manière certaine que j'ai pu mort avérée.
Donc c'est quand même relativement peu. Alors on peut lire ça de deux manières. Soit c'est la preuve que très peu ont combattu, mais dans la mesure où le château est quand même rapidement cerné, qu'ils viennent quand même en grande tenue de noble pour la plupart, donc ils sont pas forcément, on peut toujours se déguiser après, mais c'est pas évident de s'enfuir du château, ne serait-ce que réussir à s'enfuir. Ça veut dire que quand même un certain nombre ont montré une capacité de survie, et donc à mon avis leurs compétences au corps à corps, ils ont pu les faire valoir, mais ils ont pu les faire valoir dans une forme de combat qui n'est pas la forme de combat qu'ils ont tendance à valoriser, c'est-à-dire que c'est pas pour défendre le roi, c'est pas pour défendre le château, c'est juste pour être capable de se tracer un passage au corps à corps à travers les assaillants en utilisant les armes qui sont à leur disposition, sauf qu'évidemment ça, ils n'ont pas intérêt à valoriser ça. Ceux qui parlent de leur engagement concret militaire, notamment des vétérans de la garde constitutionnelle, vont utiliser des périphrases pour dire par exemple qu'ils ont soutenu le feu jusqu'au bout, ça c'est une expression qui revient plusieurs fois, l'idée de soutenir le feu, sauf que, au sens strict, soutenir le feu, ça sous-entend de s'être armé d'un fusil. Donc ça peut être l'indice que même s'ils ne l'avouent pas explicitement, c'est pas avec leur épée qu'ils ont soutenu le feu, c'est en ramassant le fusil, un fusil de quelqu'un qui a pu être abandonné par terre par une victime. Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi du coup cette capacité de survie, mais en tant que dans la nuit du 10 août, du 9 au 10 août, ils ont essayé de s'organiser. Il y a deux compagnies nobles qui ont été créées, avec chacune un commandement, à peu près une centaine de personnes de chaque côté. En fait, on se rend compte que quand les combats ont commencé, ces deux compagnies se sont délitées. Certains membres sont restés sur place, il y en a qui sont restés a priori jusqu'au bout. Certains ont essayé d'accompagner les Suisses, notamment lorsque les Suisses ont tenté un mouvement pour aller faire la jonction avec le roi dans la salle du manège, donc en traversant le jardin des Tuileries. Mais en tant que corps constitué, contrairement aux Suisses qui sont vraiment un régiment qui a pu se comporter à peu près en bataillon, en régiment, les nobles, ça a été du cas par cas. C'est-à-dire que certains se sont joints aux Suisses, ont combattu, ça c'est certain. Certains ont cherché à fuir, certains pour fuir ont dû combattre pour se tailler un passage, mais en tout cas, il n'y a pas eu un réflexe collectif, et du coup, ça va un peu contre aussi cet imaginaire chevaleresque de toute la noblesse unie autour du roi. En fait, ça c'est valable pour quasiment tous les camps qui ont combattu ce jour-là, il n'y a pas les logiques collectives quand on est face à un combat comme ça, où même le motif même du combat est incertain, parce qu'on ne comprend pas pourquoi exactement défendre le château dans la mesure où le roi n'est plus à l'intérieur, à part pour des questions d'honneur, de symbole. En fait, c'est des logiques individuelles, c'est-à-dire que certains vont décider de mener ce combat parce qu'ils y trouvent quelque chose, un intérêt, l'envie d'en découdre, une dimension symbolique. D'autres vont dire que de toute façon, c'est pas leur guerre, ils ont rien à faire là, et donc autant essayer de sortir pour au moins survivre à la journée. Alors, parmi tous les nobles auxquels vous êtes intéressé, vous avez indiqué parmi les sources que vous avez utilisées qu'il y avait un certain nombre de récits qui ont été faits justement a posteriori. Donc, ça vous a permis de suivre des destins quasi individuels. Et parmi toutes ces personnes, est-ce qu'il y en a une qui a plus particulièrement retenu votre attention et dont vous pourriez nous dire quelques mots maintenant? Alors, l'exemple le plus intéressant, je pense, parce que c'est un peu la figure synthétise un petit peu toutes les contradictions de la journée du point de vue de la noblesse. Je pense que c'est le comte d'Hervy. Donc, c'est un militaire de carrière, donc un noble, de famille quand même relativement importante, officier dans la garde constitutionnelle de Louis XVI qui a été licencié en mai. Il était maréchal de camp dans la cavalerie. C'est un des nobles qui est choisi pour commander, en commandant en second une des deux compagnies nobiliaires continues dans la nuit. Donc on lui donne un rôle opérationnel important dans les préparatifs qui sont menés dans la nuit du 9 au 10 août en cas de combat. Quand le roi décide de partir à 8 heures du matin, il fait partie des nobles qui accompagnent le roi en raison de son importance. Il est quand même assez proche de la famille royale. La famille royale lui fait confiance. Donc déjà, première ambiguïté, ça veut dire que quand les combats commencent, il est plus là. Et pourtant, là où il est intéressant, c'est que dans les sources postérieures qui sont écrites, alors lui témoigne pas directement pour la bonne et simple raison qu'il meurt en 1795, c'est un des meneurs de l'expédition avortée des immigrés à Quiberon en juin-juillet 95, donc ça prouve que c'est quand même un contre-révolutionnaire assez déterminé, puisque après l'expérience du 10 août, il va émigrer et ensuite il va repartir dans une nouvelle entreprise un petit peu malheureuse de la noblesse, notamment. Donc lui n'a pas témoigné, mais il y a plusieurs témoignages qui parlent de lui, écrits par des gens qui disent avoir recueilli ses confidences, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être érigé en héros royaliste de la journée, en héros noble de la journée, plutôt qu'héros royaliste. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de héros nobles qui se détachent de la journée, et Derby, c'est peut-être le principal, mais avec toute l'ambiguïté qui s'attache à ça, parce que pourquoi il est considéré comme une figure héroïque? Parce que c'est lui qui a porté, il est à l'Assemblée, il a suivi le roi à l'Assemblée, et c'est lui que le roi charge vers midi. Alors d'après certains témoignages, c'est même lui qui s'est porté volontaire pour refaire le trajet à travers le jardin des Tuileries et aller porter l'ordre de cesser le feu. Et là, il y a une ambiguïté parce que ça veut dire que du point de vue des Suisses, par exemple, c'est une figure assez honnie parce que cet ordre est considéré comme
une manière pour Louis XVI de condamner à mort les gardes suisses en les forçant à jeter les armes et donc à les condamnant à se faire exécuter sommairement par les assaillants, donc, alors que d'après eux, ils étaient en train de remporter le combat. Donc ça, déjà, du point de vue des Suisses, cet ordre de cessez-le-feu, il est l'incarnation de finalement les dérives de la journée et l'abandon des gardes suisses par le roi. C'est lui qui porte ça en tant que porte-parole de cet ordre de cessez-le-feu. Donc, du point de vue des nobles qui parlent de lui, c'est quand même compliqué de le valoriser pour ça, parce que finalement, c'est lui qui est à l'origine d'un ordre de cessez-le-feu qui revient à une forme de capitulation. Donc, on va retourner les choses et en fait, on va dire que déjà, pour faire le trajet, c'est vraiment une épopée quasiment héroïque qu'il a menée, puisqu'il a traversé tout le jardin en se faisant tirer dessus. Il y a plusieurs témoignages qui disent qu'il évite toutes les balles, etc. Donc on a l'impression qu'il y a des centaines de personnes qui lui tirent dessus en même temps et il ne prend pas une seule balle. Et deuxième élément, ça c'est notamment dans le témoignage du comte d'Espinchal, dans les mémoires du comte d'Espinchal, qui dit qu'il tire directement ses informations de Derville lui-même, qu'il a rencontré en émigration. D'Espinchal raconte qu'en fait Derville a menti, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné le vrai ordre, il a donné un faux ordre, et il a dit qu'en fait le roi ne demandait pas aux Suisses de déposer les armes, mais au contraire le roi disait que lui, comte d'Herville, était chargé de mener une grande contre-offensive, de rassembler autour de lui les Suisses pour mener une grande contre-offensive à la salle de l'Assemblée pour faire la jonction avec le roi. Alors ça, en dehors de ce témoignage-là, rien ne permet de le confirmer, mais c'est vraiment assez symptomatique de cette volonté d'héroïser a posteriori une figure, quitte à la tordre un petit peu, puisque du coup, celui qui est le symbole de le héros AUT de la fin des combats devient celui qui, au contraire, a tout fait pour continuer le combat jusqu'au bout. Et en plus de ça, donc, avec une héroïsation où on montre certains moments où vraiment tous les Suisses se rallient à lui grâce à son charisme, etc. Ce qui en plus n'a pas grand sens, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, parce qu'on a du mal à imaginer un individu seul comme ça traverser le jardin des Tuileries alors qu'il y a des combats qui s'y mènent et crier, parce que dans les témoignages, il y a un côté quasiment presque comique où il est décrit comme faisant des grands gestes avec son chapeau pour dire aux gens arrêtez le feu, arrêtez le feu, arrêtez le feu. On a quand même du mal à imaginer où dans une configuration de combat comme ça, tout le monde va s'arrêter, va l'écouter, va dire ah oui d'accord, bon bah pousse, on fait une pause, on va poser notre fusil, on va voir où on en est. Donc a priori, là aussi, il y a quand même une forme de réécriture un petit peu qui est presque comique, et on peut supposer que en fait cet ordre de cessez-le-feu, il a bien été donné par le roi, le document est conservé au musée du Carnavalet, mais quel a été vraiment le nombre de personnes qui ont entendu cet ordre, qui l'ont appliqué, parce que sans se dire bah, si je jette mon fusil, dans 10 secondes je me fais abattre, on a du mal à savoir. Ça, c'est très difficile de le savoir, mais on peut supposer qu'en tout cas, c'est pas si mécanique que ça. Entre la transmission de l'ordre de cessez-le-feu et le moment où il a été mis en application, il y a quand même un delta assez important, dont témoigne le fait que d'autres sources précisent que parfois jusqu'à 15-16 heures, il y a des combats qui ont continué, de preuve que certains Suisses, notamment, n'ont pas jeté les armes. Donc c'est pour ça que Derville, pour conclure, il me paraît assez intéressant, parce qu'il représente un petit peu toute cette contradiction, cette volonté d'héroïsation de certaines figures nobles qui est rétrospective, parce que c'est pas lui qui en est directement à l'origine, c'est des gens qui parlent de lui parfois 20 ou 30 ans après, et même le fait que cette héroïsation en soi est paradoxale parce qu'elle repose sur une forme de réécriture complète des événements de la journée à l'avantage des nobles, pour donner aux nobles un petit peu un rôle beaucoup plus valorisant que celui qu'ils ont peut-être joué concrètement. Merci. Pour terminer sur la noblesse, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on fasse un petit point sur les récits et les mémoires de l'événement, puisque bah, vous avez mentionné le fait que vous avez pu accéder à des archives, la fameuse enquête de 1814 qui a permis d'avoir un certain nombre de sources, notamment de la noblesse. Euh, une phrase m'a intéressé dans l'ouvrage, dans le livre, c'est que vous avez estimé que les événements du 10 août 1792 marquent la défaite militaire, évidemment, de l'aristocratie française, mais en même temps sa victoire dans la bataille mémorielle. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Alors ce décalage entre l'idée de défaite militaire et victoire mémorielle, ou de comment finir par remporter de manière posthume une victoire, ça oblige à sortir un peu du cadre militaire, parce qu'évidemment, d'un point de vue militaire, la noblesse a montré son incapacité à s'organiser collectivement, à répondre en masse aux appels à venir défendre le roi, parce que malgré les appels qui sont lancés pendant l'été, il y aurait à peu près 20 000 lettres qui auraient été envoyées auprès de nobles. Finalement, il y en a peut-être 200, 300 maximum qui ont répondu à l'appel, donc l'échantillon est quand même très limité. Ils ont perdu sur le terrain, mais à partir de la Restauration, on constate qu'il y a une multiplication de publications de mémoires, donc ça c'est une entreprise mémorielle qui dépasse évidemment la journée du 10 août, qui correspond ce moment où, sous la Restauration, il y a énormément de témoins de la Révolution et de l'Empire qui se mettent à publier des récits, parce qu'il y a une appétence du public pour ça, notamment d'un public plutôt bourgeois, aristocratique. Et donc, vous avez beaucoup de figures qui étaient présentes
à l'intérieur des Tuileries, pas forcément d'ailleurs des combattants, puisqu'il y a par exemple la femme de chambre de la reine, Madame de Campan, il y a d'autres d'autres femmes qui étaient dans la cour qui ont témoigné aussi. Donc c'est pas que des témoignages masculins, pas que des témoignages de combattants non plus, parce qu'il y a aussi des ministres du roi qui étaient là qui témoignent aussi. Mais il y a beaucoup de sources qui sont émises à ce moment-là, parce que sur les 38 sources que j'ai étudiées, il y en a quand même l'écrasante majorité est publiée au 19e siècle de manière assez tardive. Et il y a une forme d'entreprise de réécriture du désastre qui est faite autour de l'idée que certes, on a perdu militairement, contrairement aux Suisses, par exemple, qui, dans leurs écrits, les vétérans suisses qui témoignent vont chercher à montrer que même militairement, la défaite n'est pas si évidente que ça, parce que sur le terrain, finalement, ils ont gagné, ils s'étaient mettre du terrain jusqu'au bout. Les nobles vont pas aller jusque-là, mais par contre, ils vont en quelque sorte chercher à montrer que ça a été une défaite militaire, mais finalement, c'est une victoire morale. Pourquoi c'est une victoire morale? Parce que, on trace un fil, 10 août 1792, c'est le début de la terreur, d'après eux. Ensuite, ça débouche sur déjà des massacres le jour-là, ensuite les massacres de septembre, etc. Et donc, d'après eux, le complot des patriotes a éclaté le 10 août, a permis la mise en place progressive de la terreur. Donc, finalement, le fait que la noblesse a perdu sur le terrain, d'un point de vue moral, c'est une victoire parce que eux ne se sont pas compromis dans cette violence aveugle comme les assaillants se sont compromis dans une violence aveugle, et au contraire, ils vont insister sur le fait que notamment alors ça, c'est valable surtout pour les vétérans de la garde constitutionnelle qui essaient de faire valoir leur engagement pour obtenir des récompenses, parce que du coup, le but de l'enquête de 1814, c'est ça, c'est d'obtenir un avancement dans leur carrière militaire et d'obtenir éventuellement la Légion d'honneur, la Croix de Saint-Louis, éventuellement une place. Il y en a qui vont essayer de monnayer pour avoir une préfecture. Et souvent, ça ne marchera pas. Donc il y a une volonté, ils cherchent quelque chose évidemment dans ces sources qui sont émises, il faut aussi les lire dans cette perspective, c'est pas juste un témoignage pour le plaisir de laisser une trace, c'est vraiment pour obtenir quelque chose, donc d'où la valorisation, l'enjolivement un petit peu de leur action, même s'il y a quand même un contrôle qui est fait, parce qu'on a certains témoignages qui sont récusés, ou à d'autres moments on sait que le ministre de la Maison du Roi qui mène l'enquête en 1814, par exemple, va demander une vérification, il va écrire à une autre personne pour leur dire est-ce que vous pouvez confirmer que tel individu était bien présent le 10 août, donc il y a quand même un contrôle, ce qui fait que les sources peuvent quand même une forme de fiabilité derrière. Leur enjeu à eux, c'est de montrer que finalement, la grandeur de leur engagement le 10 août, elle dépasse le fait d'avoir perdu ou d'avoir gagné, elle est juste dans le fait que jusqu'au bout, ils ont cherché à défendre le roi. Et donc, ça participe aussi de cet imaginaire chevaleresque, c'est-à-dire que finalement, il y a une forme de romantisme de la défaite qui commence à se constituer. Donc là, bien en accord aussi avec un petit peu ce qui apparaît dans les courants de pensée des années 1820-1830, c'est-à-dire que finalement, et c'est pour ça qu'on peut peut-être faire le lien avec d'autres, que je fais le lien, alors évidemment il est un petit peu acrobatique, mais on peut faire un petit peu le lien avec d'autres grandes défaites de l'histoire de la chevalerie française, comme Crécy, comme Azincourt, où à chaque fois finalement, la chevalerie française est jamais aussi belle que quand elle perd, parce que dans cette forme d'engagement jusqu'au boutiste, avec tout ce qu'il peut avoir parfois d'absurde d'un point de vue tactique et militaire, il y a quand même une forme de dévouement, une forme de grandeur morale. Donc on essaie de relier ça, et il y a il y a par exemple un témoignage, alors qui s'appelle Maton de la Varenne. Alors lui, c'est pas un acteur direct, c'est plutôt un historien contemporain des années de 1792 qui va raconter une histoire du 10 août notamment, qui va remarquer que la date du 10 août, ça correspond à la date de la bataille de Saint-Quentin en 1757, si je ne fais pas l'erreur. Grosse défaite française contre l'Espagne, et donc c'est la preuve que de 10 août à 2 siècles d'écart correspondent à deux moments où la fleur de la chevalerie française, c'est lui qui a écrit ça, a été décimée, parce que d'après lui, il dit qu'il y a 200 nobles qui ont été tués le 10 août, ce qui, d'après les calculs que j'ai pu faire, ne tient pas la route, mais qui témoigne de cette volonté d'exagérer un petit peu les pertes aussi, pour montrer que finalement, il y a quand même eu un dévouement très important de la part de la noblesse, et d'un point de vue un peu plus global, sur le temps un peu plus long, ça participe aussi de pas mal d'entreprises mémorielles, y compris dans la culture populaire, où vous avez quand même beaucoup de romans au XIXe siècle et encore aujourd'hui, y compris des romans feuilletons, et qu'à penser à les écrits d'Alexandre Dumas, Le Mouron Rouge, etc., où les personnages valorisés, ça va être le noble, le conspirateur noble qui continue à défendre la cause de la famille royale, par exemple, la cause du roi, la cause de la reine. Donc tout ça, ça s'inscrit cette espèce de romantisme contre-révolutionnaire qui est aussi un romantisme de la défaite, qui se constitue, évidemment, qui va avec le fait de l'exagération, l'insistance sur la violence du camp opposé, c'est-à-dire là, du coup, tous les témoignages qui insistent sur les exécutions sommaires le 10 août, les Suisses qui sont massacrés, les nobles qui sont massacrés, les femmes qui sont massacrées, etc., etc. Donc là, il y a, dans cette dualité entre la violence aveugle manifestée par le camp vainqueur et le fait qu'au contraire, le camp vaincu est resté dans une forme de violence honorable, que oui, bon, déjà, on donne pas beaucoup de détails, on a soutenu le feu, on va pas en dire plus.
on a fait son devoir en quelque sorte, mais on s'est pas compromis dans une violence aveugle, d'où l'idée que finalement, d'un point de vue mémoriel, vis-à-vis de toutes les visions qui sont quand même encore aujourd'hui assez négatives sur la violence révolutionnaire, la terreur, etc., avec une majuscule, ça s'inscrit encore dans cette perspective et vous avez encore, y compris dans des romans qui sont publiés récemment, vous avez encore cette vision assez sombre de la journée du 10 août comme finalement le point de départ de la terreur a commencé le 10 août et donc finalement la grandeur de la noblesse française, ça a été de ne pas se compromettre dans cette entreprise de violence. Merci. Je vais terminer par une petite question très pratique, puisque nous sommes un public d'enseignants. Quel usage pourrait-on faire de votre livre dans notre enseignement, dans nos classes? Alors, je pense que l'usage, il peut être double. Alors, déjà, très pratiquement, si on fait le lien avec notamment le programme de première, c'est ce que je fais notamment dans l'introduction du livre, on peut faire un lien avec la question du procès du roi, parce que finalement, la configuration politique qui débouche sur le procès du roi, c'est la conséquence directe du rapport de force du 10 août qui fait que maintenant, à part tenter des complots un petit peu incertains pour essayer de libérer le roi, y compris le 21 janvier, maintenant le roi est un peu livré à lui-même, parce que les nobles n'ont pas été, notamment les guerres de Suisse, le combat qui a été mené pour défendre Louis XVI, militairement a été perdu, donc maintenant on passe à un combat judiciaire. Ça, c'est peut-être le point le plus simple, et peut-être un peu plus profondément, parce que là, ça fait écho un petit peu à l'époque où j'avais les quatrièmes et où je devais leur enseigner l'histoire de la Révolution. On est quand même face à une histoire chronologiquement très compliqué à faire absorber un jeune public, et où, du coup, évidemment, on a tendance à résumer, à simplifier, et c'est vrai que du coup, on a tendance à dire, bah voilà, le 10 août, invasion, les sans-culottes et les gardes nationaux, quand on précise, envahissent le château des Tuileries, le roi est fait prisonnier, voilà, ça c'est le 10 août. Or, je pense que peut-être l'intérêt de réfléchir un petit peu à ça, c'est de montrer que finalement les choses ne sont pas si simples et que ça peut être une clé d'entrée pour aborder la question de la complexité des jeux d'acteurs, des engagements individuels et l'importance d'avoir conscience de ces choix. Parce que quel que soit le camp dans lequel on se situe, qu'on soit quelqu'un qui a été placé en défense du château des Tuileries le 10 août, comme beaucoup de gardes nationaux qui disent qu'en fait il y a eu un tirage au sort, ils se sont retrouvés là, ils n'ont pas du tout demandé à être là, ou qu'on soit au contraire quelqu'un plutôt dans le camp patriote qui, en fait, à Paris, entend le tocsin, sort de chez lui, va voir ce qui se passe, bah, vous avez tout un spectre, tout un répertoire d'actions très diversifié qui peut exister. Et c'est une chose, du point de vue des assaillants, par exemple, c'est une chose de suivre un mouvement de foule, parce que vous avez la foule qui se masse autour du château des Tuileries, vous allez voir ce qui se passe, parce que c'est aussi un spectacle, les journées révolutionnaires, c'est aussi un spectacle. C'est une chose de faire cela en étant armé, déjà, parce que là, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la logique aussi du citoyen en armes, ou de la citoyenne en armes. Et c'est encore autre chose d'utiliser concrètement cette arme pour se lancer à l'assaut d'un château défendu par des troupes professionnelles armées de fusils qui sont capables de commettre des hécatombes. Donc là, il y a tout un gradient et donc ça permet de montrer peut-être que l'idée de derrière ces grandes journées révolutionnaires qu'on a tendance à résumer un petit peu simplement, le 14 juillet, le 10 août, ou encore le 13 Vendémiaire, la journée d'octobre 1795, c'est peut-être encore pire à résumer, mais bah, en fait, il y a tout un gradient de comportement des deux côtés et du point de vue des acteurs. Alors, évidemment, c'est un peu une banalité. Résumer, juste dire ça, c'est une banalité, mais la complexité de l'être humain, la complexité de ses choix fait que bah, des individus qui n'étaient pas du tout destinés, qui se sont réveillés le matin du 10 août sans imaginer qu'ils allaient mourir en partant à l'assaut ou en défendant le château des Tuileries ou qu'ils allaient assister à la mort de entre 800 et 1000 personnes en quelques heures dans Paris, rien ne les prédestinait à ça, ils n'étaient pas du tout formés à ça, et pourtant certains ont trouvé, par exemple du côté des assaillants, c'est assez notable, après l'hécatombe qui a été faite par les premiers tirs suisses, où là toutes les sources, y compris les sources royalistes, s'accordent pour dire que ça a été un massacre, c'est-à-dire qu'il y aura à peu près peut-être 100, 150 personnes qui ont été tuées en quelques minutes par les tirs des Suisses, bah, il y a quand même eu des assaillants qui n'étaient pas forcément des militaires de profession, qui n'étaient même pas des gardes nationaux, qui n'avaient peut-être jamais manié une arme avant, qui ont quand même eu une forme de courage physique, d'endurance face au feu pour repartir à l'assaut. Et donc, voilà, pour terminer, je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer que ce type de journée, quand on les étudie de manière à l'échelle très micro, ça, en suivant des trajectoires individuelles, ça permet de montrer comment bah, des individus ordinaires se retrouvent à participer à des événements extraordinaires, alors que bah, rien ne les prédisposait avant à se retrouver impliqués dans des événements de cette ampleur. Merci beaucoup, Clément Weiss. Donc, Merci à vous. on est bon pour l'entretien. On va pouvoir passer à la deuxième partie, c'est-à-dire aux questions des spectateurs. Donc, je vais arrêter le partage également, et puis éventuellement, je pourrai le remettre si besoin. Oui, merci beaucoup à vous deux pour cet entretien vraiment passionnant.
Pour ma part, j'ai appris plein de choses, et notamment par rapport à l'analyse du tableau, du célèbre tableau qui représente cette bataille. Merci à vous pour tout ça. Vous pouvez, pour les spectateurs, poser vos questions dans le chat ou bien activer votre micro et lever la main pour prendre la parole. Déjà, nous avons une question de Patrick. Donc, bonsoir, si le roi n'est plus là, pourquoi défendre le palais? Quels sont les enjeux pour les Suisses? Bah, alors c'est toute la question, qui d'ailleurs, certains témoignages montrent que, alors là c'est pas pour les Suisses, je parlerai des Suisses après, mais que pour les nobles, en fait ils ont fait un espèce de conciliabule entre eux pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le roi est plus là. Est-ce qu'on sort du château, est-ce qu'on reste, et il y aurait eu une sorte d'accord qui aurait été trouvé avec notamment le rôle joué par Laroche Jacquelin, qui était un personnage qui sera connu après pour son rôle pendant les guerres de Vendée, qui aurait décidé que voilà, pour des questions d'honneur, la noblesse doit rester soudée à l'intérieur du château. Du point de vue des Suisses, là c'est plus évident parce que ils appartiennent à un corps constitué, ils sont sous l'uniforme, ils sont en service, donc bah, il y a des ordres, l'ordre qui leur a été donné quand le roi s'en va, il y a des ordres qui sont laissés, même si c'est des ordres très ambigus, les ordres qui sont laissés, c'est repousser la force par la force et ne pas se laisser forcer. La question de savoir, c'est comment on définit la force. Est-ce que une foule qui entre en armes dans le château, c'est déjà de la force? Est-ce qu'il faut que le sang coule, etc. Donc là, on ne sait pas. Et du coup, les capitaines ont dû se débrouiller avec ça. Donc on est quand même dans l'idée que, du point de vue du roi, il faut quand même continuer à tenir le château. Il ne faut pas que le château soit forcé. Donc, bah, du coup, le rôle des Suisses, il va consister à empêcher le château d'être forcé, parce que c'est l'ordre qui leur a été donné, même si, et ça explique en partie, à mon avis, le désarroi de certains, les défections, on se demande à quoi bon faire ça pour du mobilier. Il y a plusieurs témoignages qui reprennent cette idée que maintenant, le roi, une fois que le roi est parti, tout ce qui reste à défendre, c'est du mobilier, de l'argenterie. Bon, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sa vie pour ça? On peut supposer, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que pour les Suisses, l'esprit de corps a fait que voilà, on a obéi aux ordres des capitaines. Il y a pu y avoir aussi, comme du point de vue des nobles, une question d'honneur, en partant du principe que de leur point de vue, ils affrontent quand même des individus qui sont pas des soldats sans se constituer, qui sont pas une troupe. Il y a des gardes nationaux, mais même les gardes nationaux sont quand même assez mal vus à la fois par les nobles et par les gardes suisses. Donc il y a aussi une question d'honneur à se dire, on va quand même pas se laisser forcer par une troupe de sans-culottes et de gardes nationaux. Et je pense que cette question d'honneur a pu jouer aussi dans leur volonté de continuer à tenir le château. Donc, toujours pour Patrick, il demande pourquoi le roi ne donne l'ordre de cesser le combat qu'à midi. Alors, ça c'est une très bonne question, et à mon avis, c'est toute l'ambiguïté du rôle de Louis XVI ce jour-là qui est résumée dans cette question. C'est-à-dire qu'effectivement, le roi part à 8 heures du matin, les Mhm. combats commencent à 9 heures, à une centaine de mètres de l'endroit où il est, donc il n'y a aucune configuration spatio-temporelle dans laquelle il n'est pas au courant de ce qui se passe, sachant qu'il y a toujours des individus qui peuvent circuler d'un endroit à l'autre, ça, plusieurs témoignages le montrent, qu'il y a des gens qui vont espionner un petit peu pour voir ce qui se passe, donc le roi est au courant, et pourtant, il faut attendre plus de 3 heures pour qu'il demande de cesser le feu. Et à mon avis, ça, c'est quand même un argument assez important qui va dans le sens qu'il y a quand même une part de responsabilité dans la journée. Responsabilité déjà parce qu'il s'en va sans laisser d'ordre très clair, en partant du principe que son seul départ pourra empêcher un combat, et ensuite parce qu'il met quand même 3 heures à réagir pour demander un cessez-le-feu. Et du coup, à mon avis, alors ça, faute dans la tête de Louis XVI, c'est difficile à prouver de manière très claire, mais l'écart temporel est tel par rapport à la proximité géographique que, à mon avis, on ne peut pas exclure le fait que, dans son point de vue, et peut-être encouragé par des gens autour de lui dans sa cour, il s'est dit, bah, tentons le coup, et si jamais les Suisses repoussent, mettent une raclée aux sans-culottes et aux gardes nationaux, les repoussent, gardent la maîtrise du château, bah, ça lui redonnera un avantage tactique par rapport à Paris, dans la mesure où Paris est quand même largement tenu par les sans-culottes à cette époque. Les Tuileries, c'est vraiment une forteresse assiégée à l'intérieur de Paris depuis, en gros, quasiment 89, et en tout cas depuis 91, c'est sûr. Donc il a pu se dire, on ne sait jamais, si jamais les combats tournent en faveur des défenseurs du château, ça lui donnera un peu de temps, ça lui redonnera une marge de manœuvre politique pour négocier en position de force avec l'Assemblée, pour aussi calmer un petit peu les velléités des sans-culottes, des militants populaires. Donc, à mon avis, on peut pas, c'est pas parce que le roi est absent qu'il n'a pas quand même une responsabilité importante dans l'issue de la journée à cause du coup de ce décalage temporel entre des 3 heures entre le début des combats et l'heure de cessez-le-feu. Très bien, merci. Nous avons une question de Florian. Les assaillants connaissent-ils aussi des divisions sur la tactique à suivre, comme sur les buts politiques poursuivis au travers de cette prise des Tuileries?
Alors ça, c'est assez difficile à estimer parce que du coup, le travail, moi, la perspective que j'ai suivie, c'est quand même une perspective plutôt tournée vers les défenseurs. Donc j'ai étudié de manière beaucoup plus exhaustive les sources qu'on peut avoir sur les défenseurs que les sources qu'on peut avoir sur les assaillants, parce que c'était un peu plus connu. Ce qui est certain, c'est que les, pour eux, les buts politiques, alors déjà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a une partie des assaillants, pardon, qui n'étaient pas forcément au courant que le roi n'était plus là. Parce que comme les gens arrivent, il faut imaginer que à 8 heures du matin, il y a déjà des milliers de personnes qui sont devant, mais qu'il y a eu des arrivées échelonnées ensuite dans le reste de la matinée. Donc, certes, les nouvelles circulent, mais est-ce que tout le monde est vraiment au courant que le roi n'est pas à l'intérieur du château? C'est pas certain. Et de leur point de vue, le château des Tuileries, c'est le cœur du complot. C'est-à-dire qu'il y a, certes, il y a le roi, mais en plus de ça, il y a les nobles, ceux qui surnomment les chevaliers du poignard. Il y a les Suisses qui, à partir du moment où ils ont tiré sur le peuple, il y a aussi une volonté de vengeance. Ça, on le voit beaucoup dans les témoignages, y compris de les gardes suisses qui après seront jugés par le tribunal révolutionnaire. L'idée d'avoir fait couler le sang du peuple, d'avoir tiré sur le peuple, d'avoir massacré les patriotes, c'est des expressions qui sont utilisées dans les sources. Ça, c'est quelque chose qui leur est beaucoup reproché. Et ça explique, à mon avis, aussi la violence qui s'abat sur eux quand ils se rendent, le fait que beaucoup sont exécutés sommairement, c'est aussi parce que on ne peut pas exclure le fait que les individus qui les exécutent, ils ont vu mourir devant eux un membre de leur famille, un ami, des proches qui ont été tués par les soldats suisses. Donc là, finalement, la violence de la répression qui s'abat sur eux, elle est aussi liée à la violence dont ils ont aussi su faire preuve du fait de leurs compétences professionnelles. Alors après, sur les aspects tactiques, du point de vue des assaillants, la situation est quand même la configuration est simple. À partir du moment où ils partent à l'assaut, il faut cerner les issues, il faut rentrer à l'intérieur et il faut éliminer les assaillants. Donc, à mon avis, la complexité, elle n'est pas forcément sur les choix tactiques et stratégiques, puisque dans l'idée, la lecture patriote qui s'impose de la journée, c'est que les Suisses ont tiré, les premiers, c'est les Suisses qui sont responsables de l'ouverture des combats, donc finalement, après, c'est que de l'autodéfense, c'est-à-dire que les patriotes n'ont fait que se défendre parce que les Suisses ont été décidés à les massacrer. L'enjeu, il se joue plutôt dans la mesure où on est face à une troupe qui est quand même militairement pas organisée aussi bien que peuvent l'être les bataillons de Suisse, que parmi eux, il y a des sans-culottes des gardes nationaux qui ont quand même des compétences militaires extrêmement rudimentaires. Et ben, c'est là ce que je disais tout à l'heure, dans la conclusion que j'ai dit, c'est la capacité d'individus qui n'avaient pas forcément de compétences militaires bien établies, pas d'expérience du feu, ils vont quand même réussir à s'organiser, à partir à l'assaut, à tenir le feu, à accepter les pertes grâce notamment à la présence de ce qu'on a appelé les fédérés, c'est-à-dire des gardes nationaux patriotes venus de Marseille pour beaucoup, de Brest aussi. Donc le bataillon le plus connu, c'est les 500 Marseillais qui sont arrivés. On sait que sur ces 500 Marseillais, il y en a à peu près 10%, donc 50 qui sont morts ou blessés. Donc ça fait un taux de perte de 10%. Finalement, c'est à peu près conforme à ce qu'on peut trouver dans les batailles de l'époque. Donc ça prouve qu'ils ont quand même eu les compétences militaires alors que eux, on sait, beaucoup de témoignages disent qu'ils étaient vraiment en première ligne. Tout en étant en première ligne, ils ont essuyé que 10% de pertes. Ça prouve quand même qu'ils avaient des capacités militaires. Ils ont su, en improvisant, en comptant aussi sur le fait que pas mal d'officiers de la garde nationale étaient d'anciens militaires, notamment de la maison militaire, des gardes françaises notamment qui se sont engagés dans la garde nationale en 89 à la suppression de leur corps. Donc il y avait quand même une capacité d'encadrement, qu'aussi, il y a eu des exemples déjà pour le 14 juillet, il y a des individus qui en fait se révèlent ce jour-là, grâce à leur courage physique, grâce à leur charisme, ils vont se faire une légitimité en gros, à la fois chef de guerre et chef de rue. Grâce à ça, il y a eu des exemples de ça le 14 juillet, il y a eu des exemples aussi de ça le 10 août d'individus qui étaient inconnus et qui, grâce au courage qu'ils vont montrer ce jour-là, vont après entamer une carrière politique en profitant de ça. Donc il y a eu une capacité d'un nombre assez minoritaire des assaillants, parce qu'il faut imaginer qu'il y a peut-être entre 2000 et 3000 personnes qui sont vraiment décidées à entourer le château de manière. Et sur ces 2000-3000, s'il y en a peut-être un quart vraiment ou la moitié qui ont vraiment combattu parce qu'ils étaient déjà équipés pour le faire, ils avaient des fusils, parce que beaucoup n'avaient même pas de munitions, n'avaient pas de fusils. Donc, dans cette minorité-là, des durs de durs, il y en a qui se sont révélés, qui ont eu les capacités de partir à l'assaut et de finalement remporter la victoire en tirant aussi profit du fait que les munitions des Suisses se sont épuisées. Pour rebondir sur ce que vous dites, là, j'ai deux questions. Euh, Vous avez dit que c'était une sorte de règlement de compte justement entre les deux parties. Mais est-ce qu'il y avait la volonté ce jour-là de véritablement mettre fin à la monarchie? Puisque dans un premier temps, les premiers assaillants savaient apparemment que le roi n'était plus là, mais ceux qui arrivaient ensuite n'étaient pas forcément au courant. Donc peut-être qu'ils avaient l'intention de tuer le roi à ce moment-là. Mais est-ce que de manière générale, il y avait cette volonté de mettre fin à la monarchie? Alors, déjà, je pense que mettre fin à la monarchie et tuer le roi, c'est peut-être deux choses différentes parce que Mm.
pour la journée du 20 juin, par exemple, quand le roi s'est exposé, la lecture royaliste qui a été faite de la journée aussitôt après, c'est que le 20 juin, on a essayé d'assassiner le roi, et c'est les défenseurs du roi, notamment les nobles, qui se sont fait écran et qui ont empêché le roi d'être assassiné. Du point de vue des patriotes, personne ne dit que l'objectif était vraiment d'assassiner le roi, c'est difficile à savoir. Ce qui est certain, c'est que en fait, le 10 août, ça entame une période de flou, puisque le roi est fini par être prisonnier, même si au début, c'est seulement 2 jours après qu'il entre au temple, où il restera jusqu'à son procès. Mais en fait, il y a une espèce d'entre-deux politique où on n'est plus vraiment en monarchie, mais on n'est pas encore en république, puisque la république n'est proclamée que plus d'un mois après. Donc il y a un intermède. Alors là où du coup c'était pas exactement ma perspective. Là c'est plus les débats à l'Assemblée qui sont menés qu'il faudrait étudier pour savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants du débat sur la volonté des assaillants et ce qu'ils cherchaient exactement en partant à l'assaut du château. Je pense qu'au départ, les plus déterminés étaient décidés à faire comme le 20 juin, c'est-à-dire à mettre un coup de pression sur le roi pour obtenir les revendications qu'il portait, notamment avoir donné plus de pouvoir à la commune de Paris, par exemple, marginaliser un peu plus le pouvoir du roi par rapport à l'Assemblée, par rapport à la commune. Et à partir du moment où peut-être certains n'étaient même pas au courant que le roi est là, je pense qu'on rentre dans une volonté d'auto-engendrement de la violence, c'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, les Suisses ont fait une hécatombe au début des combats, à peu près autour de 100 personnes peut-être qui meurent dans les minutes qui suivent les premières salves suisses. Il y a la volonté d'aller se venger, d'aller punir les Suisses qui ont commis ces violences considérées comme sacrilèges, comme une forme de crime de lèse-nation en quelque sorte, parce qu'on a donc d'où les termes envoyés après par le tribunal révolutionnaire de massacrer les patriotes, tirer sur le peuple, etc. Donc il y a cette volonté qui explique la violence déployée des deux côtés entre les Suisses qui veulent tenir, parce qu'ils savent que s'ils tiennent pas, de toute façon, leurs minutes sont comptées, et les assaillants qui sont aussi décidés à venger toutes les victimes des Suisses. Donc je pense que finalement le roi est en quelque sorte sorti de l'équation, puisque finalement, si le roi était vraiment au cœur de l'équation, les assaillants, s'ils avaient conscience que le roi n'était plus au château des Tuileries, ils auraient assiégé le palais du Manège, qui est quand même beaucoup plus petit en plus, donc plus facile à cerner, beaucoup moins défendu. Or, les combats vont rester centrés autour des Tuileries, parce qu'il y a cette dimension symbolique, et parce qu'à l'intérieur des Tuileries, il y a les nobles et les Suisses que une partie des patriotes veulent éliminer. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a des députés qui ont pris part au combat ou ils sont restés vraiment à l'écart de tout ce qui se passait à ce moment-là? Alors, dans la nuit du 9 au 10 août et dans la journée du 10 août, l'Assemblée est réunie. La plupart des députés sont à l'intérieur de l'Assemblée parce que le roi, notamment, va se mettre sous la protection des députés. Il y en a qui, d'après les témoignages dont on peut disposer, je pense par exemple au témoignage de Vaublanc, qui est un des députés de l'époque royaliste, lui il raconte que dans la nuit, il a fait des allers-retours entre la salle du manège, donc de l'autre côté du jardin des Tuileries, et le palais des Tuileries, mais quand les combats commencent, il est à l'Assemblée, et donc j'ai pas trouvé, en tout cas dans le camp des défenseurs, j'ai pas trouvé de trace d'un député royaliste qui aurait pris les armes, et alors je peux pas l'affirmer de manière définitive pour les patriotes, mais à mon sens, je pense que si ça avait été le cas, ça aurait quand même été. On en aurait beaucoup fait dans les deux camps pour insister sur le fait que la preuve que c'est un complot, c'est que même les députés ont pris les armes. Je pense que ça aurait été beaucoup repris par énormément de sources. Le fait que ça n'existe pas, ça tendrait à montrer que non. Et ce qui fait que du coup, toutes les idées un petit peu contre-révolutionnaires sur. On a beaucoup dit ça, notamment que Robespierre et Marat étaient les inspirateurs secrets, mais qu'en même temps, ils étaient cachés dans un souterrain parce qu'ils avaient peur de l'issue de la journée, etc. Sans dire qu'ils étaient cachés dans un souterrain parce qu'ils étaient peur. Ce qui est sûr, c'est que le rôle opérationnel qu'ils ont joué sur le site, il est à peu près nul. Ils ont peut-être participé à galvaniser les esprits avant, mais le jour même, les gens n'obéissent pas aux ordres de Robespierre et de Marat, les gens obéissent à un espèce d'élan spontané ou à la volonté d'en découdre avec les Suisses parce que les Suisses ont commis une hécatombe pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. J'avais une autre question pour revenir plutôt sur l'objet de votre étude par rapport aux royalistes. Concernant les survivants de cette bataille, est-ce qu'ils ont fui directement à l'étranger pour ceux qui ont échappé au procès? Et est-ce que cet échec par rapport à eux et à la noblesse en général a été perçu comme un déshonneur du fait des valeurs de la chevalerie notamment? Alors sur le sort des survivants, il y a là aussi le spectre est assez divers, puisqu'il y en a qui vont émigrer quasiment dans la foulée. Donc je parlais par exemple du comte d'Hervy tout à l'heure, ça c'est un bon exemple, puisqu'il se retrouvera, il va partir dans les armées émigrées et il finira à Quiberon. Il y en a qui vont rester à l'intérieur qui vont pas émigrer, mais qui vont partir notamment dans l'Ouest. Donc La Roche-Jacquelin, par exemple, d'Autichamp, il y a plusieurs
grande figure après de l'insurrection vendéenne qui était là le 10 août et qui en gros, ont fait leurs premières armes, qui ont connu leur baptême du feu le 10 août. Et du coup, on peut se poser la question dans quelle mesure aussi ce dont ils ont été témoins le jour-là, ça a pu aussi jouer un rôle moteur dans l'engagement royaliste et contre-révolutionnaire qu'ils vont mener par la suite. Mais il y en a aussi certains qui vont disparaître, c'est-à-dire que notamment un noble qui a témoigné, qui est le comte de Parois, qui est lui, alors c'est un des plus intéressants, mais aussi un des plus difficiles à manier, parce qu'il a écrit des mémoires dans lesquels il se donne un rôle complètement démesuré le 10 août. D'après lui, c'est vraiment lui qui a, à lui tout seul, il a failli remporter la bataille du 10 août en entraînant après, derrière lui les Suisses, etc. Et par contre, quasiment aucune autre source ne mentionne son rôle le jour-là, ni même le fait qu'il était présent. Donc il y a quand même un décalage entre les deux qui fait l'intérêt de sa source, mais qui fait qu'aussi on peut l'utiliser avec un petit peu de retenue. Mais lui, par exemple, de manière significative, alors qu'il s'est battu le jour-là, il va retourner dans sa province, donc il est originaire du sud-ouest, et il va devenir peintre. Donc il y a d'autres exemples comme ça de certains qui en fait vont fuir le monde, ne vont plus jouer aucun rôle dans la contre-révolution, aussi parce que il faut pas négliger le fait que chez certains, c'est aussi une forme de fidélité à la personne de Louis XVI, et à partir du moment où le roi est prisonnier, le roi est même exécuté le 21 janvier, bon, bah, de toute façon, l'objet de leur engagement n'existe plus, donc ils n'ont pas l'intention de partir en Vendée, d'émigrer, donc là, je ne peux pas faire une réponse définitive, parce que du coup, j'ai fait une petite étude sur le cas particulier des officiers de la garde constitutionnelle, parce que c'est ceux avec l'enquête de 1814, c'est l'échantillon que j'ai le plus suivi le plus précisément. Et sur les 60 officiers qui sont, à peu près 60 qui sont là le 10 août, finalement, c'est une infime minorité qui va s'engager après dans l'émigration ou en Vendée. Mais ceux qui vont continuer, il y en a quand même plusieurs parmi cette minorité qui vont jouer un rôle important, donc ça peut donner l'idée que soit de toute façon c'était déjà des durs parmi les durs, soit cette expérience du 10 août, ça a cimenté un petit peu leur engagement. Mais d'une manière globale, on ne peut pas considérer que le 10 août a servi de baptême du feu pour toute une génération de contre-révolutionnaires, ce serait exagéré de dire ça. Et il y avait une deuxième partie à votre question, oui, sur la question du déshonneur. Oui. Bah, il y a eu, disons que du point de vue les sources patriotiques, alors qui, elles, se moquent de la noblesse ce jour-là, en disant que bah, c'est bien la preuve que ces nobles ridicules en armure, ils servent à rien. Donc c'est des chevaliers du poignard ridicules qui savent que fuir dès qu'ils sont confrontés à un combat. Donc ça participe à toute l'image aussi qu'on a des immigrés comme une armée de veules, de pleutres qui sont incapables de jouer un rôle militaire particulier. Donc là, le déshonneur de ce point de vue-là, il est là. Du point de vue des sources royalistes, c'est un peu plus particulier parce que la principale source qui va beaucoup inspirer beaucoup de témoignages postérieurs, c'est le témoignage de Jean-Gabriel Pelletier, donc qui était présent à Paris en août 92, mais qui n'était pas là le 10 août, qui est un journaliste, donc c'est pas un noble, mais il va émigrer à Londres et il va écrire un tableau général de la Révolution, notamment son récit du 10 août va être beaucoup recopié par la suite. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a même des gens, lui n'était pas présent le jour-là, mais il y a des nobles qui étaient présents le jour-là qui vont recopier son témoignage. Donc c'est quand même des sources directes qui recopient une source indirecte. Donc c'est quand même une mise en abîme assez curieuse. Et lui, dès 93, dès ce témoignage qu'il publie à Londres en 93, pose déjà les bases de la réécriture héroïque dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'engagement de la noblesse. Il exagère un peu les pertes humaines et il va montrer que finalement, face à la violence aveugle qui a été déchaînée contre eux, finalement, la noblesse a fait ce qu'elle a pu et ce qu'elle a pu, c'était déjà très honorable. Donc, disons que comme finalement l'entreprise de réécriture mémorielle a commencé très rapidement, c'est rapidement imposé dans l'esprit public, en tout cas dans l'imaginaire royaliste, l'idée que finalement le 10 août, on peut faire le parallèle avec Crécy-Azincourt, où certes c'est une défaite, mais il y a quand même une forme de grandeur dans cette défaite. D'accord, ben, merci. Il y a une question de Florian. Avez-vous trouvé des propos xénophobes envers les gardes suisses, vus comme des non-patriotes parce que non français? Et les Suisses ont-ils ressenti une hostilité du fait même de leur identité? Alors, déjà, il faut quand même avoir conscience que du point de vue des patriotes les plus radicaux, les nobles sont des étrangers aussi, parce que la noblesse est étrangère au corps national, donc finalement les nobles eux-mêmes sont des étrangers, donc la xénophobie, on peut l'entendre de différentes façons, sur vraiment le fait que les Suisses sont des Suisses et donc ne sont pas des sujets du royaume, puisque encore on a un royaume le 10 août. Oui, ça a pu exister, d'autant qu'il y a la question de la barrière de la langue aussi, puisque notamment chez les officiers suisses parlent français, mais les hommes du rang suisse ne parlent pas français, ce qui du coup a pu poser problème sur, du coup, dans les premiers temps,
Quand les deux camps se font face entre 8h et 9h du matin, qu'il n'y a pas encore de violence, on peut supposer que le fait qu'une partie des Suisses ne comprennent pas forcément ce qu'on leur dit, ça a pu participer aussi à ça. Le fait de même l'ordre de cesser le feu, est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'on leur a crié, c'est pas certain. Donc il y a la barrière de la langue qui a pu jouer, qui a pu empêcher, par exemple, certaines formes de fraternisation de manière très claire, puisque un des récits qui est donné notamment par rapport à ça, c'est Robespierre, par exemple, dans un article dans les jours qui suivent le 10 août, qui va poser les bases de la théorie du complot suisse, c'est-à-dire qu'en fait, les Suisses ont fait semblant de vouloir négocier autour de 9h du matin pour inciter les patriotes à s'approcher en faisant semblant de poser des fusils, pour, une fois que les patriotes se sont approchés, leur envoyer une salve dessus. Ça, c'est Robespierre notamment qui est un des premiers à sortir cette théorie, même s'il y a déjà des témoins directs qui la sortent, mais lui, comme il fait un article dessus, ça va lui donner du poids et de la crédibilité. Or, ce qui sort de cette version, c'est qu'il y aurait eu une incompréhension où les gestes et les paroles des Suisses auraient été interprétés comme, pour les patriotes, l'idée qu'il faut s'approcher pour parlementer, alors qu'en fait, c'était peut-être leur dire le contraire. Et ça, il y a un lien avec le 14 juillet, parce que le 14 juillet, il y a eu la même chose. Il y aurait eu des gestes de la part des défenseurs de la Bastille qui auraient été mal interprétés par les assaillants, les défenseurs leur auraient demandé de s'écarter, et au contraire, les autres ont compris qu'ils leur demandaient d'approcher, donc il y a peut-être eu ça qui a joué, c'est dans cette question de la langue. Et c'est certain que dans la violence qui a été déployée après, le fait que les Suisses forment un résidu de la maison militaire du roi et soient des étrangers, ça a pu expliquer aussi la violence assez aveugle qui est déclenchée contre eux, même si de manière assez symptomatique, dans plusieurs sources patriotiques, y compris dans la presse, on insiste sur le fait que quelque part le 10 août c'est une journée pour rien, ou un coup pour rien, parce que, ok, beaucoup de Suisses sont morts, mais finalement très peu de nobles sont morts, la plupart des nobles ont réussi à s'en sortir, et finalement les vrais ennemis de la nation, c'est pas les Suisses qui sont vus, notamment pour les hommes du rang, comme des marionnettes aux mains d'officiers aristocrates, donc eux sont des victimes un peu collatérales, les vrais responsables du 10 août, ceux qui étaient les architectes du complot de la cour, eh ben, ils ont réussi à s'en sortir. Donc l'identité étrangère a pu jouer, mais c'est pas le découpage politique fait que c'est pas, à mon avis, le point le plus signifiant dans ce qui a joué ces jours-là. Il y a d'ailleurs une mémoire suisse par rapport à cet événement à Luzerne, où il y a le monument au lion qui Oui, où commémore justement. le nombre de morts de la journée est complètement exagéré. Je sais, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais le nombre de ça, c'est pour le coup, c'est même des historiens suisses qui ont montré ça que le monument qui est érigé en 1832, je crois, en fait, qui est vraiment le symbole de cette martyrologie suisse qui est très très marquée et ce qui explique notamment que l'ordre de cessez-le-feu est très très mal vu par beaucoup de sources suisses, y compris des textes écrits encore au XXe siècle, qui montrent que en fait, Louis XVI a condamné à mort, a abandonné complètement les gardes suisses, et donc le Lion de Lucerne il participe beaucoup de cette martyrologie suisse, quitte à exagérer un petit peu les pertes, parce que le nombre de morts de cette journée du côté suisse, on est plutôt autour de 350, et je ne sais plus le nombre qui est écrit sur le lion, mais c'est beaucoup plus. Je ne sais plus, non, mais il y a tout un discours, oui, justement, où c'est assez exagéré par rapport Oui, bah, de toute façon, à la réalité. la plupart des écrits d'historiens suisses qui parlent du 10 août, le 10 août dans la mémoire nationale suisse, c'est le sacrifice de la garde suisse. Et sacrifice dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on l'a sacrifié, le roi l'a sacrifié, et elle-même a accepté d'exposer son corps et de mourir pour servir un roi qu'il a abandonné. Donc là, oui, on est vraiment Mm. dans une martyrologie différente de la martyrologie aristocratique, mais qui participe aussi de cette idée où finalement la violence aveugle a été de l'autre côté, et tout ce que les bons royalistes ont su faire, c'est stoïquement recevoir cette violence et accepter jusqu'au bout leur sort de garde du roi. Mm. Très bien. Bien, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'était une conférence vraiment très riche en informations. Pour ma part, j'ai appris vraiment plein de choses, donc j'imagine que c'est aussi le cas pour d'autres. Un grand merci. Merci pour les Euh, questions, merci pour votre attention. Merci à vous et merci à Benjamin Leroy pour les questions posées. C'était très pertinent. Donc, Merci à vous également. je rappelle que le replay sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'association Les Clionautes. Et donc, vous pourrez partager ensuite euh, comme vous voulez. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de droit d'auteur par rapport à ça. C'est votre discours, c'est votre travail. Donc, vous pouvez aussi diffuser cela sur vos réseaux. Très bien. Ok. Au plaisir de vous retrouver pour un autre Merci beaucoup. ouvrage. Bah, avec plaisir. Il faudra juste l'écrire entre-temps. Mais... En tout cas, bravo et merci. merci à vous, merci pour votre intérêt, merci pour vos questions, et merci à toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont écouté. Oui.
Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir également.